merci à vous d'être présents pour cette rencontre ce soir. Merci à ceux qui sont en ligne aussi et qui nous suivent. Je vous rappelle pour ceux qui sont en ligne que vous pouvez aussi intervenir, hein. Les questions ne sont pas réservées aux personnes qui sont présentes dans la salle. Et donc, soit à la fin des interventions de nos deux orateurs, vous pouvez écrire un message dans le chat et on relayera votre question. Ou alors, vous pouvez aussi lever la main et on vous donnera le micro pour que vous puissiez poser directement vos questions. Donc, vous connaissez les uns et les autres notre façon de faire. Après une très brève présentation, chacun des orateurs aura à peu près 20 minutes pour exposer le sujet. Et puis après, évidemment, jeu de questions-réponses. Et ils seront ravis de répondre absolument à toutes vos questions dans la mesure du possible. Alors donc, nous sommes réunis ce soir pour parler de la diplomatie sportive des pays du Golfe, avec évidemment un focus particulier sur le Qatar et l'Arabie Saoudite, dont on parle beaucoup pour des raisons évidentes. Le Qatar avec la Coupe du Monde qui s'est déroulée récemment, l'Arabie Saoudite qui essaye de, c'est comme ça que j'interprète, mais vous me direz si vous êtes d'accord, de rattraper un peu le retard qu'il a pris en la matière et qui aujourd'hui a des ambitions très fortes dans le domaine du sport. Et donc avec cette utilisation de ce fameux soft power dont on parle beaucoup. Et donc l'idée ce soir, ça va être d'y voir plus clair dans ces stratégies de ces pays du Golfe. On parlera aussi de Dubaï, dont on parle moins, mais qui a aussi une stratégie, et Raphaël nous en dira aussi un mot. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant pour toute personne qui s'intéresse à cette région, qui est passionnant pour toute personne qui s'intéresse au sport. Je dois avouer que moi, je m'intéresse beaucoup plus au sport depuis qu'il y a cet intérêt pour les pays du Golfe, parce qu'à l'origine, je n'étais pas très intéressée par les questions sportives. Mais voyant les stratégies développées par les pays du Golfe, ça me donne envie de regarder ça de plus près. Et je crois que ça mérite en tous les cas qu'on aborde les choses avec plus de connaissances sur ces sujets, parce qu'on ne comprend pas toujours les contours de ces pays, pourquoi ces pays se sont lancés dans ce soft power, pourquoi ils se sont lancés dans cette diplomatie sportive. Il y a parfois beaucoup je trouve, de confusion quand on entend parler, pas par des non-spécialistes justement, qui ont des bribes d'informations. Et je crois que l'intérêt de cette rencontre, eh bien, c'est d'y voir plus clair dans ce qu'est cette diplomatie sportive, en quoi le sport est utile pour ces pays, puisque je rappelle, ce sont des pays très récents, et donc pourquoi ils s'intéressent maintenant aussi à cet aspect-là des choses. Je pense qu'on abordera aussi la dimension financière, parce que dès qu'on parle des pays du Golfe et de sport, on parle argent, avec des sommes qui sont relayées dans la presse, qui parfois donnent le tournis, ou en tous les cas, on a du mal à comprendre à quoi peuvent correspondre ces sommes d'argent dont on parle. Et donc, ce sont tous ces éléments que l'on va essayer de comprendre ce soir grâce à nos deux intervenants. Pardon. Alors, on va commencer par l'intervention de Raphaël Le Maguariec. À chaque fois, je me trompe, mais j'espère que je me suis pas c'est très bien. Parfait. Bon. Qui vient de terminer, enfin qui a terminé sa thèse il y a quelques mois, qui est le sport dans la géopolitique des pays du Conseil de coopération du Golfe, qui va la soutenir en mai, mais qui l'a, ça y est, rendue et qui attend plus que la soutenance, et qui a publié et qui publie ces jours-ci deux articles importants. Un dans Carto sur l'Arabie Saoudite, le sport au service du régime, et l'autre dans la revue Moyen-Orient qui sort ce mois-ci, qui est l'Arabie Saoudite enflamme la planète football. Donc Raphaël va dans un premier temps nous dresser un tableau de cette diplomatie sportive dans une dimension, dans un premier temps historique, avant d'aborder les dimensions plus contemporaines, mais il est important de revenir à cette histoire, d'où sort cette diplomatie sportive des pays. Donc Raphaël, tu as la parole pour une vingtaine de minutes. Merci à vous d'être présent ce soir. Et merci Elie Mérimo pour l'invitation pour discuter de ce sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, puisque je viens de terminer ma thèse de 7 ans, depuis 7 ans sur ce sujet. Donc avant de gagner les hauteurs de la diplomatie sportive, les hauteurs internationales de la diplomatie sportive
des pays du Golfe. Je vais resituer cette diplomatie sportive et remettre en perspective cette diplomatie sportive à l'échelle de la région et à l'échelle de l'histoire de la région. Et dans un premier temps, en fait, je me suis questionné à quand est-ce que l'on pourrait faire remonter cette diplomatie sportive, ou du moins une diplomatie sportive précédant la diplomatie sportive actuelle. Et en regardant cette question, je me suis dit qu'on pourrait la faire remonter à 1968, c'est-à-dire à la création de la Coupe arabe du Golfe, dans une logique une volonté de contrer le panarabisme. Mais j'ai décidé d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que si l'on décide de parler de diplomatie, une diplomatie qui serait privée, on peut remonter à 1927, je pense, autour justement de la période marchande et notamment autour des marchands de Jeddah. À ce niveau-là, justement, on re-rentre en contact avec l'actualité parce qu'en fait, si vous suivez un petit peu le football actuellement, on parle beaucoup du club d'Al Ittihad, c'est-à-dire le club qui a fait signer Karim Benzema de Jeddah, le club historique saoudien. Et donc, à la tête de ce club, celui qui est le premier président de ce club, il s'appelle Mohamed Ali Rida Zainal. Et c'est un très très grand marchand de perles qui rayonne de Mumbai au Caire. Et donc, en fait, il est originaire de Jeddah. Et ça va être le premier président de ce club. Et c'est lui qui va permettre l'introduction du sport et du football en Arabie Saoudite par Jeddah, au contact notamment des marchands malais ou indonésiens qui allaient vers la Mecque. Parce que Jeddah, c'est la porte d'entrée vers la Mecque. Et donc, Mohamed Ali Rida Zainal, ça va être le premier président de ce club. Donc, ce club s'appelait à l'époque Al-Hejaz. Et donc, le football, à cette époque-là, va être construit comme un lieu de rencontre avec les étrangers. De l'autre côté, on ne parle pas trop souvent du sultan d'Oman, mais à Mascate, il y a à cette même période Makboul Hussein, qui est originaire du Raj britannique et qui est le chef des douanes à Mascate, qui va lui développer le premier club sportif à Mascate, qui s'appelle le Nadi Makboul et qui aujourd'hui est connu sous le nom de Nadi Oman. Donc il a été omanisé le nom. Et Makboul Hussein était originaire du Raj britannique et donc lui, en fait, on était loin de la période où, du football à Oman, c'était vraiment l'influence britannique du Raj britannique. Donc, au Nadi Makboul, on jouait au hockey sur gazon et au cricket, parce qu'en fait, Makboul Hussein serait aujourd'hui un Pakistanais. Et donc, ça, c'est vraiment pour parler, ça permet de voir que dans un premier temps, le sport a été vraiment influencé par les marchands du Golfe, du Koweït à Manama, de Manama à Jeddah. Et donc, c'est vraiment au contact des relations internes à l'océan Indien. Il ne faut jamais oublier que cette région est avant tout une région de l'océan Indien, mais il va également y avoir après l'arrivée des Arabes, en fait, souvent du Liban ou de Palestine, qui vont jouer un rôle, et notamment au sultanat d'Oman. Ce sont les professeurs libanais qui vont introduire le football à travers le système scolaire. Et donc, dans un deuxième temps, on repasse à cette période où là, l'État va s'imposer et va vouloir dominer la scène sportive et où l'on peut parler vraiment là de diplomatie sportive qui va être cette période de la Coupe arabe du Golfe, et ça s'inscrit dans cette volonté de confrontation, en fait, dans cette confrontation entre le royaume saoudien et l'Égypte de Nasser. Et donc c'est dans ce prolongement que le fils du roi Faisal, donc le roi Faisal, c'est l'un des plus grands rois d'Arabie Saoudite, qui a voulu moderniser le royaume saoudien à partir des années 60. Il va avec l'émirat du Bahreïn, parce que ce n'est pas encore un royaume, ce petit archipel n'est pas encore un royaume, avec un envoyé de l'émir du Bahreïn. Ils vont concevoir un tournoi
pour réunir les jeunesses du Golfe autour d'un nouveau référent identitaire qui ne sera pas un référent arabe, mais un référent arabe-golfien, donc qui a vraiment la volonté de créer cette identité religienne, religia, donc golfienne, à travers notamment le sport, et le sport va être vecteur de cette volonté de créer une fraternité entre sociétés au sein du Golfe afin de contrer le panarabisme en provenance du Levant et d'Égypte. Et donc là, maintenant, on va arriver à ce tournant. Là, on s'inscrit vraiment dans une diplomatie qui est interne à la région. Et à partir des années 80, 90, il va y avoir le tournant et la mondialisation, en fin de compte, de leur diplomatie. Et cela s'explique par deux mouvements. D'une part, le contre-choc pétrolier. En 1973, il va y avoir un événement très important pour la région qui est le choc pétrolier, qui va considérablement enrichir les pays du Golfe, mais il va y avoir dans les années 80 un contre-choc pétrolier qui va déstabiliser plusieurs pays du Golfe, excepté par exemple le Koweït qui a été moins marqué par cette crise parce qu'ils avaient déjà pensé à un fonds souverain, donc ils avaient déjà une assise financière. Mais il va y avoir ce contre-choc pétrolier qui va peser sur la destinée de ces pays. Et d'autre part, il va y avoir l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990 qui va jouer énormément aussi sur la nouvelle diplomatie sportive qui va être activée à partir du début des années 1990. Mais justement, le Koweït est vraiment central puisque en fait, le premier pays à avoir initié une diplomatie sportive internationale et au-delà du Golfe, en fait, c'est le Koweït. Et je ne sais pas, du moins pour les plus vieux d'entre vous, 1982, il y a un événement qui a fait énormément parler. Le frère de l'émir qui rentre sur le terrain lors d'un match France-Koweït. Le frère de l'émir veut annuler un but d'Alain Giresse. Ça allait alors faire 4-1. Et en fait, l'arbitre a annulé le but parce que Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, le frère de l'émir, annule ce but. Et le frère de l'émir, à cette période-là, en fait, il n'est pas que frère de l'émir, une personne qui arrive du Koweït sans pouvoir. En fait, ce frère de l'émir, ça fait longtemps qu'il lorgne sur les affaires du sport international. Et à ce moment-là, il fait partie du Comité olympique international et il est aussi vice-président de la Fédération internationale de handball. Et donc, en fait, c'est vraiment la marque d'un émirat qui souhaite gagner en influence à travers les instances du sport international. Donc ça, pour moi, c'est le commencement de cette mondialisation de la scène sportive régionale et de la politique sportive régionale. Mais justement, le Koweït va être complètement arrêté par l'invasion de l'Irak en 1990 et on ne sait pas où serait allé le Koweït. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je pense au Bahreïn en permanence, mais voilà. On ne sait pas où se serait arrêté le Koweït s'il n'y avait pas eu cette invasion par l'Irak du Koweït. Et donc, de cette invasion de l'Irak du Koweït plus le contre-choc pétrolier vont amener Dubaï et le Qatar à investir dès le début des années 1990 dans le sport et dans l'industrie sportive internationale. Et à ce même moment, dans les années 80, il y a un changement de la conjoncture internationale en termes de sport, c'est-à-dire que le sport va rentrer dans une période d'ouverture économique et de néolibéralisme, en fait, est en train de pousser vraiment vers une ouverture internationale et un sans limite, et donc va être en recherche de fonds financiers importants. Et donc, les pays du Golfe vont trouver un point d'entente pour justement pouvoir pouvoir s'intégrer en fait à cette scène sportive internationale. Et c'est ce sur quoi vont jouer Dubaï et le Qatar. Et justement, je vous parle de Dubaï et le Qatar parce que ce sont les deux grands modèles en fait qui existent en termes de diplomatie sportive internationale à l'échelle du Golfe. Et l'Arabie Saoudite va aller puiser bien plus tard dans ces deux modèles. C'est-à-dire que Dubaï n'a jamais été un grand producteur d'hydrocarbures. Dubaï s'est toujours construit comme un centre commercial au sein du Golfe et donc va toujours jouer sur sa stature de pôle d'attraction, de hub.
Et donc, Dubaï, avec l'arrivée au pouvoir du prince héritier, il n'est que prince héritier à l'époque, aujourd'hui c'est l'émir de Dubaï, qui s'appelle Sher Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, il va avoir la vision de créer, de faire de Dubaï un hub et d'essayer d'impulser une nouvelle vitrine autour de Dubaï pour en faire un hub, pour agrandir les prétentions de hub de Dubaï, en s'appuyant justement sur l'industrie sportive internationale. Et dès les années 1990, Dubaï va investir dans plusieurs circuits sportifs internationaux, mais toujours autour de Dubaï. C'est-à-dire, Dubaï va toujours se construire va vouloir créer sa centralité à travers le sport et créer du divertissement autour de Dubaï afin de créer l'attraction en provenance d'Occident, d'Europe et d'Amérique, mais également en provenance de l'Inde ou d'Asie du Sud-Est. Et ça, c'est vraiment notable justement pour comprendre la différence avec notamment le Qatar ou Abu Dhabi, qui eux sont des Émirats qui sont des grands producteurs d'hydrocarbures et qui eux vont chercher avant tout une domination de l'échiquier sportif international pour créer leur puissance, ou du moins pour créer l'un des rouages de leur puissance. Dans cette construction, en fait, il va y avoir après, ça va prendre différentes formes en fonction du but recherché. C'est-à-dire, l'émirat d'Abu Dhabi, lui, va plutôt être dans une recherche de construction de réseaux économiques à l'échelle internationale dans son objectif de diversification économique. Et pour asseoir sa diversification économique, donc en fait, Manchester City va être la vitrine, mais autour de Manchester City, il va y avoir la construction après d'une holding qui va être le City Football Group. Donc ça, c'est dirigé par Khaldoun Al-Mubarak. Donc Khaldoun Al-Mubarak, c'est un proche de l'émir et président des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ben Zayed. Et donc c'est lui qui va structurer toute cette structure, alors que Doha et le Qatar, eux, vont se situer plutôt dans un objectif de survie en permanence. Et donc eux, leur objectif, c'est avant tout de créer de faire du sport l'un des maillons de la toile qu'est leur toile du soft power en fait. C'est-à-dire que eux, c'est avoir plusieurs leviers d'influence en prenant différents actifs afin d'avoir différents actifs en fait au sein de l'économie internationale et pour peser au maximum et pour justement étendre leur superficie parce que il y a toujours la question de la superficie qui est centrale. Pour terminer, alors je ne sais pas combien de temps il me reste. Encore 5 minutes. Ok, très bien, très bien. Je voulais vraiment rentrer dans le cadre, donc voilà. Voilà. Et donc, en fait, pour terminer, ça me permet de terminer sur l'Arabie Saoudite parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite va piocher dans les deux. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est un grand producteur d'hydrocarbures, mais l'Arabie Saoudite, contrairement au Qatar et à l'Émirat d'Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite a une grande démographie. Et donc l'Arabie Saoudite va se trouver en difficulté et va avoir toujours cette question de la dette à l'horizon et donc va se trouver dans une obligation en fait de réformer son système. Mais l'Arabie Saoudite a un système qui est assez difficile à réformer parce qu'il repose sur l'ensemble des fils du fondateur du royaume saoudien Abdelaziz Ibn Saoud. Et donc, il va toujours y avoir cette difficulté. Et là, on est arrivé justement en 2015 avec l'arrivée au pouvoir d'un prince très puissant, qui est le roi Salman. Il y a eu cette possibilité justement de faire ce changement. Mais en fait, si je parle de l'Arabie Saoudite et si je parle de l'Arabie Saoudite au regard de son histoire, c'est parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a 30 ans de retard sur les autres. En fait, c'est-à-dire que les 30 ans de retard de l'Arabie Saoudite sur le Qatar ou sur l'Émirat de Dubaï, ça explique pourquoi l'Arabie Saoudite va agir avec autant d'impact et va mettre autant d'argent
dans son investissement. Et cela s'explique notamment par le fait qu'en fait, en Arabie Saoudite, je vous ai parlé tout à l'heure du roi Faisal. Sous le roi Faisal, en fait, il y avait la formation déjà d'une ouverture vers le système sportif international. Cristiano Ronaldo n'est pas le premier grand joueur international à avoir signé en Arabie Saoudite. En 1978, il y avait un champion du monde brésilien qui s'appelle Roberto Rivelino, champion du monde avec le Brésil en 1972, qui avait signé pour le club d'Al Hilal, avec comme entraîneur Mario Zagallo, qui est un grand entraîneur brésilien. En fait, ça montre très bien que l'Arabie Saoudite, à ce moment-là, était en train de structurer une politique sportive. Mais ça a été cassé, en fait, par la prise d'otage de la Mecque en 1979, parce que, en fait, la jeunesse saoudienne, élevée selon les préceptes du wahhabisme, elle a vu d'un mauvais œil le fait que le roi Faisal ait voulu se défaire des religieux et de tous les préceptes religieux qui avaient été à la base de la création du royaume d'Arabie Saoudite en 1932. Et donc ça a été une réaction, et donc en réaction, en fait, le royaume saoudien s'est replié et donc s'est limité seulement à essayer de développer, en fait son système sportif juste au niveau national. Donc, ce qui a donné, par exemple, en 1994, sa sélection nationale qui arrive pour sa première participation en huitième de finale avec la génération Sami Al-Jaber, donc qui, elle, est née justement de ce moment des années 1970 et de la formation de ce système sportif. Et donc, en fait, cela explique pourquoi l'Arabie Saoudite s'est développée toujours à un niveau national, mais n'a jamais pu atteindre les sphères internationales, parce qu'en fait, l'Arabie Saoudite s'est repliée sur elle-même et a eu toujours un petit problème avec cette question de l'ouverture, a eu toujours la peur des religieux, en fait. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Parce que cette peur des religieux, du coup, elle est tombée aujourd'hui avec MBS. Voilà. C'est-à-dire que 2015, c'est la fin de ça casse le poids en fait des religieux sur en fait le pouvoir politique. Et donc ça permet ce mouvement de réforme, et ça permet cet investissement dans les divertissements et cette ouverture. Et justement, cette question de l'ouverture est centrale dans cette réforme. Donc en fait, c'est grâce, si je puis dire, à cette volonté du prince héritier Mohammed Ben Salman de mener des réformes et donc de faire en sorte que le poids des religieux soit moindre, que l'Arabie peut se lancer dans une stratégie de diplomatie sportive et d'investir dans le sport beaucoup plus qu'elle ne le faisait auparavant. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit vraiment dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup de Mohammed Ben Salman, mais déjà, en fait, le roi Faisal, lui, avait déjà une vision de modernisation et voyait dans le sport ce vecteur de progrès, comme d'ailleurs les autres émirs qui l'entouraient à l'époque. Mais si l'Arabie Saoudite avait continué sans ce problème de la prise d'otage de la Mecque, l'Arabie Saoudite aurait peut-être suivi le même mouvement que les autres pays de la région, puisque il n'y aurait pas eu ce problème du rigorisme religieux qui est revenu sur le devant de la scène. Et donc en fait, oui, voilà, j'ai retrouvé justement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que en fait, ça a toujours été construit en Arabie Saoudite, le football notamment est resté le fief des princes, en fait, justement. C'est resté le fief des princes. Les princes l'ont construit comme un vecteur de pouvoir à l'échelle juste nationale. Et donc, le football est juste resté à ce niveau-là, quoi. A juste été investi à ce niveau-là, justement, aussi dans une volonté de paix sociale avec la jeunesse masculine saoudienne. Parce que, justement, oui, on pourra peut-être en parler après, mais dans les années 70, la femme du roi Faisal, Ifat, il me semble, avait déjà mis en place un système scolaire, avait initié un système scolaire pour les femmes, et notamment avec le sport. Et j'ai pu en discuter avec une saoudienne quand j'étais la dernière fois que j'étais en Arabie Saoudite. Et l'histoire du sport féminin saoudien est assez méconnue et mériterait et complexe, parce qu'en fait ça dépend des régions bien sûr de l'Arabie Saoudite, mais du moins à Jeddah, il y avait une ouverture sur le sport féminin
dès les années 1970. Jeddah était quand même un peu une particularité Oui, dans le Jeddah, royaume. c'est Et donc complètement on à part. retrouve ça aussi et dans le Voilà. sport féminin. Donc il y a une logique finalement dans le positionnement particulier de Jeddah dans le royaume. Oui, et dès le début. Alors peut-être juste un dernier point, parce que j'ai trouvé ça très intéressant avant de donner la parole à Jean-Baptiste, sur le Koweït. Donc j'ai bien compris que le Koweït avait une stratégie, mais qui a été arrêtée finalement par l'invasion par le Saddam Hussein. Mais qu'est-ce qui fait que depuis, il n'y a pas eu un nouvel investissement quand même du Koweït dans ce domaine, lorsque l'on voit l'importance que revêt le sport dans les pays voisins et justement en termes d'outils utilisés par l'Arabie, par les Émirats, par le Qatar. Pourquoi le Koweït ne s'en empare pas maintenant? Ou peut-être est-ce le cas, mais on en parle moins? En fait, le Koweït est resté dans une volonté de neutralité après l'invasion par l'Irak en fait, de l'Émirat, et est resté dans sa volonté de neutralité, est resté investi dans les institutions du sport international. Et c'est le fils en fait de Fahd Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah qui a repris la suite, parce qu'en fait Fahd Al-Ahmed était un militaire et est mort lors de la prise du palais d'Asman en 1990. Et donc c'est son fils qui a repris le flambeau et qui a notamment dans Le Monde, il y a eu un article décrit sur ce fils, parce que il est assez connu pour vouloir régner sur les instances du sport international. Et notamment, il me semble, sur la FIFA, il est décrit comme un faiseur de roi. Donc il est toujours là, il a repris en fait le flambeau de son père. Il y a des velléités, parce que aussi le Koweït est dans une obligation de diversification économique. Et il y a un projet de nouvelle ville qui s'appelle Silk City, avec des investissements en provenance de Chine. Et dans ce projet, il y a différentes choses qui tendent vers un investissement dans le sport. Mais pour le moment, ça reste lettre morte. Le projet n'a pas vu jour. En fait. Merci beaucoup pour cette introduction. Moi, j'avoue que j'ai déjà appris beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, vraiment très intéressant. Et donc, on va continuer cette réflexion sur la place du sport dans ces pays du Golfe avec Jean-Baptiste Guégan, qui est géopolitologue du sport, enseignant à Paris, journaliste, et qui a publié de nombreux ouvrages sur le sport. Alors, je vais parler essentiellement de l'Atlas géopolitique du sport aux éditions Autrement. Un livre alors, qui nous intéresse plus directement, qui est Le Qatar, dominé par le sport, et comme sous-titre Géopolitique d'une ambition, aux éditions Bréal. Il y a apparaître bientôt aux éditions Autrement La guerre du sport. Alors c'est Talandier, mais ouais. C'est Talandier, pardon. C'est sur le site qu'il y a une erreur alors de l'éditeur. C'est possible. Bon, parce que j'ai recopié fidèlement, mais bon, c'est une erreur, pardon. Et puis, il y a aussi, je ne peux pas m'empêcher de citer, un livre sur Mbappé, quand même. La révolution Mbappé. Voilà, et donc tu nous en diras peut-être un mot, parce qu'il y a peut-être des fans ici de ce formidable joueur de football. Voilà, donc je laisse maintenant Jean-Baptiste continuer notre cheminement dans la compréhension et surtout la connaissance de ce sujet qui finalement est quand même très peu connu. Je vais m'inscrire dans la continuité de ce que disait Raphaël, justement. Il est revenu sur l'usage politique et diplomatique du sport dans le Golfe. Moi, je vais focaliser mon intervention sur les deux pays qui ont, en une décennie, été capables d'accueillir, en tout cas, de gagner l'organisation des Coupes du Monde de football. 2022, c'est le Qatar. 2034, l'Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant avec ces deux États, c'est que, dans la continuité encore de ce que disait Raphaël, on est vraiment sur une histoire du sport dans le Golfe qui est complètement méconnue. D'abord parce que chez nous, on a une vision très apolitique du sport. Le sport, c'est pas de la politique. Force est de constater que depuis la naissance du sport moderne, et a fortiori aujourd'hui, avec Paris 2024, on est dans une autre logique. On a enfin ouvert les yeux. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui nous a permis d'ouvrir les yeux sur la dernière décennie, c'est ce qui s'est passé dans le Golfe. Notamment au Qatar, et je vais commencer par là. Si on prend le Qatar, tu le soulignais très justement, on est dans un moment particulier après la première guerre du Golfe. C'est qu'au Qatar, on prend conscience de sa fragilité qui était connue. Mais là, on sent aussi que pour être soutenu, il faut être visible, il faut être connu et reconnu. Or, à l'époque,
Et il suffisait de voir et de se rappeler de ces cours, parce que je suis un peu plus vieux que Raphaël, personne n'était capable de positionner le Qatar. Personne ne connaissait Doha, on n'avait aucune représentation de Doha. Et donc, à partir des années 90, on a, au moment où Ahmad Al-Thani arrive au pouvoir, la volonté de visibiliser le Qatar et de construire finalement une politique assurantielle. Il faut que les Al-Thani restent au pouvoir. Et le sport va être justement, tu le soulignais, un des angles d'attaque. Il y a une vraie politique d'investissement économique par ailleurs. Il y a finalement de l'achat d'influence avec des investissements dans différents secteurs. Hein. Je pense notamment à l'armement. Via des commandes qui permettent justement de créer tout un réseau d'influence. Mais le sport va leur permettre autre chose. Le sport, c'est ce qui va être visible par tout le monde, c'est ce qui va être regardé par tout le monde. Et dans cette décennie 90, où justement l'industrie du sport prend une autre dimension, elle se globalise, elle se mondialise. On est sorti finalement de la guerre froide, on est dans un monde où le sport voit son chiffre d'affaires global croître. Aujourd'hui, on est à 2% du PIB mondial qui est lié au sport. Le Qatar va justement comprendre tout l'opportunisme d'aller justement construire une politique sportive. Ils vont d'abord investir dans des sports qui correspondent finalement à l'ADN du pays. Hein. On va avoir énormément d'investissements qui vont avoir lieu dans tout ce qui est de l'ordre des sports hippiques et de l'équitation. Et puis progressivement, on va avoir une stratégie qui va s'élaborer autour de sports qui sont plus globalisés, plus visibles, plus diffusés. Je pense notamment au tennis. Et puis arrive le moment où on est face à un Qatar qui est, par exemple, omniprésent à Paris. Je me souviens, moi, des unes qu'on avait sur la presse hebdomadaire au début des années 2000. Le Qatar rachète la France. Le Qatar fait peur. Attention, le méchant Qatar est là. Et donc, ces représentations-là, elles pèsent. Et l'un des moyens, justement, d'en sortir, c'est de construire une image qui va vous permettre d'être, attractif et surtout d'être vu positivement par les opinions publiques. Parce que la grande leçon de la guerre du Golfe, elle est très simple. Hein. C'est que si vous avez des démocraties qui sont en capacité de venir vous aider, elles ne le feront que si leurs opinions sont favorables. Or, pour construire une image de vous qui est favorable, il faut être capable de donner une image de vous positive. C'est pas avec les unes du Point et de l'Express de l'époque que c'était possible. Le sport va permettre ça. Puisque comme on a toujours en Europe cette vision du sport apolitique, investir dans le sport, c'est sans danger. C'est pas de l'influence. La grande mode du soft power n'est pas encore là. En tout cas, on n'en parle pas de la même manière. Et on a tendance à déconnecter le sport, alors que dans son livre Born to Lead, Joseph Nye présentait justement le sport comme étant l'un des moyens d'influence des États-Unis. Il citait Microsoft, il citait Harvard, il citait Michael Jordan. Ça, le Qatar très vite l'intègre. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'ils investissent dans le football notamment, ils vont le faire avec une stratégie qui va être une stratégie qu'ils vont dupliquer après. C'est une stratégie à 360 degrés. L'idée, ça va être d'entrer progressivement dans l'industrie du sport en ayant toujours une vision qui est celle du retour sur investissement. Concrètement, ils vont d'abord participer au sport, donc très rapidement, hein, dès les premières années de son indépendance, le Qatar va entrer dans toutes les sphères du sport, il va entrer au CIO, il va intégrer progressivement la FIFA, il va participer justement aux compétitions du Golfe, et puis ensuite, il va vouloir exister. Alors ça veut dire d'abord participer aux compétitions. Il le fait, les gagner, à ce moment-là, c'est compliqué, on n'a pas de victoire, en tout cas, qui dépasse le cadre du Golfe à ce moment-là. L'idée ensuite, c'est d'organiser. Pour organiser, il faut avoir un pied dans les instances internationales, il faut être capable de convaincre des sponsors, et donc très rapidement, le Qatar comprend que le seul moyen finalement d'avoir cette influence par le sport, c'est d'entrer dans tous les éléments, dans tous les secteurs où on va décider. Pour ça, il vous faut quoi? Il vous faut un club de foot, ça va être le Paris Saint-Germain, ça va être le moyen d'entrer dans les instances du sport et de comprendre comment ça marche. Ça va être un diffuseur sportif, car le payeur est toujours le décideur. Ça va être Al Jazeera Sport qui va devenir beIN Sport. Ça va être derrière le sponsoring via Qatar Airways notamment. Il y a eu la Qatar Foundation aussi, hein, tout le monde se souvient, en tout cas peut-être que certains se souviennent, du sponsoring maillot sur le maillot du FC Barcelone, justement, qui était autour de la Qatar Foundation et qui très rapidement s'est transformé en Qatar Airways. Et on se rend compte que tous ces moments-là permettent littéralement au Qatar de se positionner, de se visibiliser.
On se rend compte après que des acteurs du Qatar, il y en a un qui ressort, hein, qu'on connaît ici à Paris très bien, parce que c'est le président du Paris Saint-Germain, c'est Nasser Al-Khelaifi, va se retrouver justement en situation d'être le visage de, de toute cette stratégie qatarienne. Et progressivement, ils vont relier tout ça. Tamim Al-Thani, donc le nouvel émir du Qatar, est déjà au CIO depuis 2002. Et donc, ils vont littéralement comprendre, cartographier l'écosystème du sport et voir comment on peut influer. Quand vous avez une capacité financière illimitée, le sport vous regarde, il est en demande d'investissement croissant, vous avez l'argent, vous avez la visibilité, vous êtes capable de construire tout ça, le PSG va être un moyen. Il vous faudra à ce moment-là aussi organiser des événements, ça tombe bien, il y a une Coupe du Monde qui va se décider en décembre 2010. Décembre 2010, le Qatar se présente et à la surprise générale bat notamment les États-Unis. Il faut se rappeler de la tête de Bill Clinton à ce moment-là. Tout le monde comprend que ça va être compliqué pour le Qatar après, mais le Qatar a réussi à cocher toutes les cases, va accueillir donc 12 ans plus tard cette Coupe du Monde, finalement qu'on a particulièrement bien vécu en France, hein, puisque nous sommes allés en finale et nous aurions pu la gagner. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en une vingtaine d'années, cet État qui était inconnu de tout le monde, aujourd'hui, on sait le placer, on a des images de Doha. Le sport a été un de ses moyens justement pour y parvenir, et on a vu aussi l'usage que le Qatar a fait du sport pour normaliser son image, mais aussi pour la contrôler. Dans la guerre informationnelle dans laquelle on se trouve, on a pu voir par exemple des transferts servir la communication du Qatar. Il y en a deux, hein. Le transfert de Neymar à Paris. Quand Neymar arrive à Paris, on est dans un moment particulier puisque la crise du Golfe est là. Le Qatar a été accusé justement d'être un des principaux financeurs du terrorisme international par l'Arabie Saoudite. Le blocus est déjà en place. Le fait de réussir à convaincre la mairie de Paris de signer, enfin de prêter la Tour Eiffel contre une somme de, je crois que c'est 300 000 € à ce moment-là, ça va permettre de diffuser des images positives du Qatar avec à ce moment-là l'un des deux meilleurs joueurs du monde. En même temps, vous achetez un autre joueur français qui est un prospect dont on connaît un peu le talent, mais on n'imagine pas qu'il soit capable d'éclore aussi vite. C'est Kylian Mbappé. Les deux arrivent pour 400 millions d'euros. Le Qatar littéralement renverse la table. Et à ce moment-là, quand vous tapez sur un moteur de recherche, quand vous tapez Qatar, la première chose qui sort sur Google, c'est Neymar. C'est plus le terrorisme. Vous avez, par le sport, été capable de construire aussi votre image et d'aller finalement utiliser la force de frappe des algorithmes et des mass médias. Il y a un autre élément, hein, on pense à Messi par exemple, quand Messi signe au PSG, ce qui est assez drôle, c'est de se rendre compte que de manière concomitante, on a finalement Kaboul qui est renversé, on a les talibans qui reviennent au pouvoir, et le Qatar apparaît comme l'endroit où il se trouvait. L'arrivée de Messi, là encore, emporte la toile, et donc une partie de l'image négative du Qatar, finalement, est gommée par cet aspect football. On va voir comment Kylian Mbappé va sortir du Paris Saint-Germain à la fin de cette saison. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que dans tous les domaines, finalement, le Qatar a été capable de se positionner, participe, il existe, il organise, il s'est même permis de gagner 2 fois la Coupe d'Asie des Nations, et notamment la première fois en 2019, en tout cas de manière concomitante. Quand il la gagne en 2019, il la gagne sur les terres adverses, en plein blocus, avec derrière le luxe de battre et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce qui, vu le contexte, est vécu comme un moment de liesse nationale, mais aussi comme un affront absolument insupportable pour les pays adverses qui sont à ce moment-là plus que des concurrents sur un terrain de football. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la stratégie du Qatar, à ce moment-là, on commence à en parler. Alors, il y a la fameuse expression de soft power sportif que je commence à détester à force de l'utiliser et de l'entendre. Mais on est vraiment dans cette logique-là. La projection de la puissance du Qatar passe par le sport, pas uniquement, mais elle passe par le sport. La preuve, quand l'émir Al-Thani arrive à Paris en visite officielle, quelles sont les images que vous voyez? C'est l'émir en train de plaisanter avec Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, et à l'arrière-plan, vous avez le banc et l'arrière-banc du football français. Vous avez compris à ce moment-là l'importance, finalement, du sport pour le Qatar, les images qui ont été construites autour. C'est pas pour rien que David Beckham est l'ambassadeur du pays. C'est pas pour rien qu'il y a une partie de l'argent qui lui a permis d'acheter l'Inter Miami qui vient aussi indirectement du Qatar. On est sur une logique où le sport va servir de moyen d'influence, de levier aussi. On en parlera peut-être au sujet des Émirats Arabes Unis parce qu'en termes de stratégie, ils sont vraiment très forts. Et ce qui est assez intéressant avec le Qatar, c'est que le Qatar va faire des émules puisque le grand voisin rival, qui est l'Arabie Saoudite,
avec l'arrivée d'MBS en tant que prince héritier, va voir le petit Qatar prendre une place conséquente, pour pas dire exaspérante, et donc ils vont réagir. Alors le changement générationnel aide, MBS sait l'importance du sport, même s'il est plus lui porté sur l'e-sport, hein, tout ce qui est sport électronique. Ce qu'on voit, c'est que derrière, on va avoir une stratégie sportive saoudienne qui va se mettre en place dès 2017, avec des transferts. Personne ne les voit à ce moment-là, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. J'avais moi dirigé un livre avec Bastien Dru, qui est un économiste du sport sur le sujet, ça s'appelait Mercato, et on avait été surpris de voir la dynamique d'investissement de l'Arabie Saoudite dès 2017. C'est ce moment où ils achètent notamment Giovinco, mais aussi Batefemi Gomis, l'international français. Et on voit la volonté de dynamiser, tu le soulignais très justement, le championnat national. Et puis progressivement, le Covid passant, il y a une volonté de structurer cette politique en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, c'est simple, c'est l'acteur majeur du sport. Il n'y a plus aucun sport qui échappe à l'appétit saoudien. Là, dernièrement, ils se sont intéressés au rugby, au cyclisme, au tennis. Tout le monde tremble parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient capables de faire à la manière du Qatar, mais avec beaucoup plus de moyens et une vraie capacité à construire des rapports de force. On l'a vu avec le PGA, c'est le tour principal américain de golf. Ils ont littéralement d'abord proposé de s'associer. Il y a eu un refus. Ils ont payé les meilleurs joueurs. Et puis progressivement, ils ont réussi une OPA sur le principal monument sportif américain, qui est le PGA. Et donc, ce qu'on voit avec la stratégie saoudienne, c'est de voir comment un État qui est en train de construire et de préparer son avenir utilise le sport, d'abord pour parler à sa jeunesse, à son opinion, mais parler aussi au monde, moderniser son image, sortir de l'image vieillissante du wahhabisme, construire finalement une image qui correspond davantage à la génération qui va accompagner MBS au pouvoir, et finalement proposer aussi une image qui va permettre à l'Arabie Saoudite d'être beaucoup plus attractive aujourd'hui. Ça va s'inscrire aussi dans le cadre des grands projets d'investissement saoudiens comme Neom, comme cette folie qu'est The Line, qui probablement n'ira pas jusqu'à son terme, mais qui sera suffisamment impressionnante pour justement affecter considérablement les représentations qu'on a de l'Arabie Saoudite. Et le sport va être un moyen. L'arrivée de Cristiano Ronaldo, l'un des deux plus beaux palmarès individuels du football, s'inscrit dans cette logique-là. C'est dynamiser le football saoudien, mais aussi le visibiliser. Alors là, maintenant, on a un peu plus d'un an de recul sur cette politique-là. On voit que ça ne marche pas forcément. On voit que s'il y a de l'intérêt et de la curiosité, ça ne se traduit pas forcément par des audiences. Mais en termes d'image, ça fonctionne. Aujourd'hui, les joueurs de foot sont d'abord et avant tout des influenceurs. Il faut les voir comme ça. Un Kylian Mbappé, par exemple, c'est 146 millions de followers. C'est plus que tous les chefs d'État européens réunis. Vous prenez Cristiano Ronaldo, vous êtes sur le premier influenceur mondial. C'est-à-dire que le moindre poste de Cristiano Ronaldo, l'année dernière, c'était 3 millions d'euros net. Ça donne envie de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi cette volonté derrière d'utiliser pour l'Arabie Saoudite la visibilité que leur offrent les footballeurs et tous les autres sportifs. On les a vus par exemple se rapprocher d'Ons Jabeur, la tenniswoman tunisienne, étonnamment via un acteur qui est qatarien. Et là on voit la proximité entre les deux. Et puis personne n'a oublié non plus le rapprochement Qatar-Arabie Saoudite qui s'est manifesté très publiquement et finalement à la face du monde à l'occasion de la Coupe du Monde 2022. Alors il s'était déjà mis en scène avant, mais on a vu Mohamed Ben Salman avec une écharpe aux couleurs du Qatar à Doha. C'était l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Et l'émir Tamim Al Thani qui s'est retrouvé avec une écharpe aux couleurs de l'Arabie Saoudite au moment du premier match saoudien. Ça tombe bien, l'Arabie Saoudite battait l'Argentine, futur vainqueur du tournoi. On voit aussi derrière que le sport, c'est finalement, c'est la tarte à la crème, mais plus que du sport. Et on le voit dans cette guerre du sport aujourd'hui, qui s'est clairement globalisée, que les acteurs du golf aujourd'hui sont devenus incontournables parce qu'ils ont une force de frappe que leur permettent le pétrole et le gaz naturel liquéfié. Et Qatar et Arabie Saoudite sont deux exemples parmi d'autres. On aurait très bien pu aussi parler, enfin on parlera probablement des Émirats Arabes Unis, d'usage du sport à d'autres fins finalement que une fin de politique intérieure. Il y a une vraie volonté, un vrai usage sophistiqué et de plus en plus sophistiqué du sport.
À tel point qu'aujourd'hui, en France, on a intérêt à regarder ce qui se passe pour comprendre aussi la suite. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Avant de vous laisser aussi discuter entre vous, j'aurais une question qui est de savoir, est-ce que l'Arabie Saoudite a suivi la même stratégie que le Qatar? Tu l'as un peu dit, mais ou est-ce que l'Arabie Saoudite a tiré certains enseignements de ce qu'elle a observé au Qatar, mais a élaboré sa propre stratégie? Est-ce que tu vois des différences importantes? Si oui, quelles sont-elles? Ou non, parce qu'il n'y en a qu'une qui vaille finalement pour arriver au résultat escompté? Moi, je vais te répondre avec une anecdote. En 2017-2018, j'ai été contacté par des acteurs qui travaillaient au service des Saoudiens pour les aider à construire cette stratégie. J'ai évidemment refusé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au départ, c'était clairement bancal. C'était pas structuré, et à partir de 2017, on avait l'impression qu'ils ne savaient pas forcément où ils allaient. En tout cas, c'était pas suffisamment planifié, étalé dans le temps. Entre 2017 et 2019, il y a eu cette phase justement d'approximation, puisque on peut imaginer à ce moment-là, mais j'imagine que tu pourras le préciser parce que toi tu les as rencontrés aussi sur place, il y a une phase d'élaboration, et à partir de 2019-2020, donc on était en plein Covid, donc ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Quand on est sorti de cette phase-là, en tout cas de la première phase de Covid, on a vu une accélération. Et cette accélération, elle s'est manifestée par la volonté d'abord de mettre en avant le football, mais de manière extrêmement forte. Ils avaient déjà commencé avant en accueillant notamment des coupes nationales, je pense à la Coupe d'Espagne, je pense à la Coupe italienne. C'est-à-dire qu'ils avaient littéralement surpayé, ce qu'on appelle payer le ticket d'entrée. Ils avaient multiplié à peu près par 4 le tarif qui était normalement demandé pour organiser ce qu'on appelle les supercoupes, c'est-à-dire la rencontre entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe. Donc ces supercoupes italiennes et espagnoles ont constitué un premier moment. Ensuite, il y a toute une stratégie de partenariat avec l'office touristique. C'est là où il y a des vraies comparaisons avec le Qatar. Par contre, c'est allé beaucoup plus vite, c'est allé beaucoup plus loin après. Quand ça s'est accéléré, ils ont été capables de suivre en termes de com'. Ils n'avaient pas les mêmes objectifs de sécurité que le Qatar, donc il n'y avait pas ce besoin-là. Ils ont pu dérouler leur narratif, enfin en tout cas leur récit, avec une chose qui avait été intégrée, et ça on le voit dans la manière dont ils ont construit l'information. Ils savaient que plus ils allaient vite, plus ils allaient créer du bruit, plus il y aurait une sidération chez les médias. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en multipliant les annonces, vous saturez l'espace médiatique, et donc vous empêchez finalement une analyse. Et donc on est donc dans un moment où le média va, et là c'est le journaliste qui parle, reprendre l'information, mais ne pas avoir la possibilité de faire et d'avoir un recul critique. Parce que d'abord il n'est pas outillé pour, que les spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Raphaël à ce moment-là n'était pas disponible. Et c'est vrai qu'on a eu un moment où une bonne partie des médias français, mais c'est pas se sont retrouvés des relais des campagnes informationnelles saoudiennes. Et donc on prenait, et on voyait ça. Et nous on était en disant, attendez, ça vient pas de nulle part, c'est pas quelque chose qui est spontané, c'est pas gratuit. Vous multipliez pas par 4 ces tarifs-là pour ça. Et donc c'est là aussi il y a une différence, c'est qu'ils ont fait un retour d'expérience de ce que le Qatar avait fait, de ce que les Émirats avaient fait. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus structuré. Et on le voit dans leur manière de piloter ça. C'est assez impressionnant parce qu'ils n'hésitent pas à aller jusqu'au rapport de force. Ils construisent les rapports de force. Et ils les gagnent, pour l'instant. Et on l'a vu avec l'obtention de la Coupe du Monde 2034. Tout a été fait via les financements saoudiens en Afrique pour sécuriser finalement une candidature et être sûr de la gagner. Explique ça un peu plus en détail, parce que là, c'est pas forcément pour des non-spécialistes. Voilà, l'Arabie Saoudite présente un dossier de candidature pour la Coupe du Monde 2030, et en face, vous avez une candidature Maroc, Espagne, Portugal. À un moment donné, l'Ukraine avait été associée, puis elle en est sortie. Et cette candidature-là permettait de relier à la fois la Confédération européenne et la Confédération africaine. Donc en gros, vous avez quasiment la moitié des voix de la FIFA. C'est suffisant à peu près pour remporter l'organisation si tout le monde suit la même ligne. Et là, ce qui se passe, c'est que les Saoudiens ont mis énormément d'argent dans le football africain, ont clairement suivi Gianni Infantino. Gianni Infantino est un grand ami de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un régime autoritaire, et a fortiori de l'Arabie Saoudite. C'est l'un des pays qu'il a le plus visité. Quand vous avez accès à son agenda, c'est Mohamed Ben Salman est l'un des acteurs qu'il a le plus vu.
Et ce qui est assez intéressant avec cette stratégie saoudienne, c'est qu'en allant vers l'Afrique, qui est le continent qui finalement compte dans l'élection du président de la FIFA, mais aussi dans la décision au moment du choix des pays organisateurs, il y avait la volonté de s'allier au départ avec l'Égypte. Ça n'a pas abouti. L'Arabie Saoudite aurait pu y aller tout seul. Et puis là, c'était le risque de courir à l'échec, donc ils ont préféré se retirer et se présenter à la candidature en 2034 en étant très malin, puisque la candidature 2030 allait couronner Maroc, Espagne, Portugal. Les deux confédérations européennes et africaines ne pouvaient pas se présenter. Donc il restait l'Asie. La Chine, qui aurait dû obtenir cette Coupe du Monde si elle y était allée, ne s'est pas présentée. Donc il n'y avait pas d'acteur en Asie susceptible d'y aller. Et Gianni Infantino a été très malin, puisque pour éviter une candidature sud-américaine, qui aurait pu l'emporter et qui aurait eu probablement le soutien des Européens et des Nord-Américains, il a inclus 3 matchs, qui sont les matchs du tournoi d'ouverture. Donc il y aura 3 matchs en Uruguay, en Argentine, et il m'en manque un. Paraguay. Et donc, il élimine de fait la Confédération sud-américaine. Les États-Unis ayant, avec le Canada et le Mexique, la Coupe du Monde 2026, vous avez littéralement utilisé les règles à votre avantage. Il n'y a plus donc qu'une seule candidature possible pour 2034, sauf que l'Australie, à un moment donné, s'est dit « je peux y aller ». L'Indonésie s'était associée avec elle. L'Indonésie a été contactée par l'Arabie Saoudite, qui lui a fait gentiment comprendre que ce serait quand même bien d'être solidaire. Et à ce moment-là, l'Australie, qui s'était déjà fait avoir en décembre 2010 parce qu'elle était face au Qatar, a très vite compris que ça lui coûtait beaucoup plus cher et qu'elle n'aurait pas d'autre résultat que l'échec. Elle s'est retirée. L'Arabie Saoudite a donc été la seule candidature présentée, ce qui est formidable parce que quand on connaît la FIFA, quand vous n'avez qu'une seule candidature, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un congrès. Vous avez juste besoin de vous rassembler entre vous dans le cadre d'un conclave. Et donc là, vous avez juste à dire « Ah bah, il y a une candidature, vous êtes tous d'accord ? Ok, vous êtes tous d'accord, merci. » Et ça tombe bien, il n'y a pas de journaliste. C'est extraordinaire quand même ce que tu viens de raconter là comme processus. Bienvenue à la FIFA. Et Raphaël, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la stratégie de l'Arabie par rapport au Qatar et avec ce qui vient d'être dit ? Une des grandes choses en fait, qui différencie le Qatar de l'Arabie Saoudite, c'est la démographie. Et donc, en fait, on sent bien plus, et puis la question économique qui dépend justement de cette question démographique. Et donc, on sent bien plus en Arabie Saoudite l'intérêt de créer un marché sportif, parce qu'il faut bien voir que dans les pays du Golfe, le sport est relié à la politique d'État-providence initiée dans les années 1970. Je bute toujours sur cette décennie, et pourtant elle est centrale. Et donc, en fait, étant donné que le sport est relié à l'État-providence, il y a toujours cette difficulté dans cette volonté de transition économique et de diversification économique, il y a toujours cette volonté de rompre avec cet État-providence, et notamment autour du sport. Et le Qatar, les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman, le Bahreïn, tous les autres, en fait, n'ont pas initié ce mouvement parce que justement, ils n'ont pas cette possibilité démographique qui leur assure un marché. Et c'est pour ça qu'en fait, on sent que l'Arabie Saoudite s'est vraiment construit énormément autour du royaume d'Arabie Saoudite. Et c'est aussi en cela que ça ressemble de très près, là, sur ce point-là, à Dubaï. Et je trouve que dans Mohammed Ben Salman, on retrouve un peu de Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, bien que les ambitions de Mohammed Ben Rachid Al Maktoum restent à la mesure en fait de l'émirat de Dubaï au possible. Alors que là, Mohammed Ben Salman a un royaume assez important et une jeunesse qui est en demande de divertissement considérable. Et il faut aller dans les stades saoudiens pour voir à quel point le pays vit football, et il y a une culture du stade qui est très importante en Arabie Saoudite, du fait des lendemains de 1979, où justement en fait les COP en Arabie Saoudite sont gérés par l'État, dans ce prolongement de l'État-providence. C'est aussi comme ça dans les autres pays, mais en Arabie Saoudite, il y a de véritables stars à la tête des COP.
Et donc, voilà. Ce qui fait que le royaume saoudien peut vraiment bénéficier de cette demande et donc répondre par une offre auprès de sa jeunesse. Alors moi, j'ai une question vraiment mais de béotienne, mais vous me pardonnerez, hein. C'est qu'on a beaucoup entendu dire au moment de la Coupe du Monde de football au Qatar que l'organisation de cette Coupe du Monde était une absurdité, que les pays du Golfe étaient complètement déconnectés du football. Mais à vous entendre, on a quand même le sentiment que, alors je ne sais pas si on parlait de tradition football dans les pays du Golfe, mais est-ce que, oui, on peut parler de tradition, ou est-ce que c'est absurde de parler de tradition, et est-ce que cette critique qui a été émise à ce moment-là de dire que tout ça n'était dû qu'à de l'argent, mais que ça, il n'y avait aucune raison d'organiser une Coupe du Monde dans les pays du Golfe, est-ce que c'est un argument qui pour vous est pertinent ou pas du tout? Pour moi, l'argument de pays sans tradition sportive, en fait, c'est quelque chose qui a été construit par une agence de communication financée par un émirat du coin, je pense, Je valide. Qui a peu d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que les Émirats, notamment les Émirats Arabes Unis, en fait, ont peu besoin de montrer qu'ils ont une tradition sportive parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans une volonté d'organiser de grands championnats internationaux. Eux, ils sont là pour organiser des circuits internationaux qui ne demandent pas d'avoir des sélections compétitives. Et donc, il n'y a pas besoin de montrer qu'on a une tradition sportive, alors que les Émirats Arabes Unis ont eux aussi une tradition sportive. En 1990, ils étaient à la Coupe du Monde en Italie, présents avec une sélection émirienne. D'ailleurs, il y a un très beau documentaire qui a été réalisé par un réalisateur égyptien qui est de Dubaï, qui s'appelle Ali Khaled. Ça s'appelle Anwar Roma, donc les Lumières de Rome. Et qui n'a jamais été diffusé, j'ai l'impression, hors des Émirats Arabes Unis, mais qui revient justement sur cette épopée de la jeunesse émirienne, fils de pêcheurs de perles ou enfant de bédouin, et qui revient là-dessus, et donc qui montre qu'en fait il y a une tradition sportive. Et tout à l'heure je parlais du Koweït, mais il y a aussi le Qatar. Après, en fait, la tradition sportive de ces pays, où l'histoire sportive de ces pays n'apparaît pas vraiment parce que dans les années 70 et 80, là où en fait leur système sportif s'est structuré et là où on peut parler de tradition sportive, en fait à ce moment-là, il n'y avait que 2 places attribuées à la Confédération asiatique pour participer à une Coupe du Monde de football. Donc ce qui fait que alors que le Qatar dans les années 80 était fort avec sa sélection et était dans sa période dorée, on peut dire, du football, ils n'ont jamais réussi à être qualifiés. Ils se sont toujours fait éliminer par un autre émirat du coin, en fait, qui soit le Koweït ou les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite qui s'est qualifiée en 94. Et donc c'est en cela qu'il y a une tradition sportive, et elle a été notamment structurée à travers ces systèmes sportifs et notamment à travers la venue de différents entraîneurs brésiliens. Il faut bien voir que dans cette région, ce sont surtout les entraîneurs soudanais et égyptiens qui ont structuré ces systèmes, mais il y a eu cette envie d'aller chercher un peu plus loin et d'aller trouver les entraîneurs brésiliens, et donc on retrouve différents noms, notamment tout à l'heure je parlais de Mario Zagallo, mais il y a Evaristo Domacedo qui est un grand joueur brésilien et qui a été un grand entraîneur brésilien, qui a été l'entraîneur de la sélection du Qatar en 1981, lorsqu'ils font finale lors de leur première participation à une Coupe du Monde espoir de football. Ils arrivent en finale, personne n'y croit, ils arrivent en finale face à la RFA, et ils perdent en finale contre la RFA après avoir éliminé l'Angleterre, le Brésil. Et donc pour le petit Qatar, c'est énorme en fait, et c'est fêté encore aujourd'hui, notamment dans la culture populaire. Il y a notamment un chanteur qui s'appelle Ali Abdel Sattar, qui a chanté une chanson sur cette épopée, pour fêter cette épopée, et notamment la chaîne locale Al Rayyan est revenue dans différents documentaires dans un documentaire qui s'appelle Les Perles, est revenu sur cette épopée, et c'est assez drôle de voir les images de l'époque. Mais en fait, les pays du Golfe ne se pensent jamais à travers leur passé. En fait, ils ne veulent pas, ils se pensent toujours, pour les Européens, pour les Occidentaux,
ou au-delà du moins du golf, ils ne vont jamais parler de leur passé. Parce qu'il faut toujours qu'ils se montrent à travers comme un pays du futur, du présent et du futur. Ils sont toujours dans une projection et donc ils préfèrent du Cristiano Ronaldo, du Neymar, du Kylian Mbappé que parler de Khaled Salman Al-Mohanadi qui était la star de l'époque et qui ne parlait en fait à personne. Et ils n'arrivent pas trop à comprendre. Même moi, quand j'étais là-bas, je voulais avoir accès notamment à des archives, notamment aux archives du club d'Al Rayyan, qui est le club de la famille régnante. Je voulais avoir accès à ces archives. Et c'était au moment où James Rodriguez arrivait à Rayyan. Donc en fait, c'était complètement fou. En fait, il n'a rien fait, James Rodriguez, là-bas. Il est arrivé blessé, mais bon, il n'a rien fait. Bon, tout le monde m'en parlait de James Rodriguez. Donc j'ai failli louper mon rendez-vous aux archives parce que le conseiller de la communication du club avait un rendez-vous avec James Rodriguez ou avec la télé colombienne. En fait, il ne comprenait pas que moi, je voulais avoir accès aux archives. Donc en fait, moi, dans les archives, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait. Mais d'ailleurs, j'ai été délaissé par ce conseiller de la communication qui était un Qatari. Il m'a délaissé auprès d'un de ses collègues égyptiens. Donc voilà, ce sont les petites histoires de terrain typiques du Qatar. Voilà. Mais pour dire que, comme quoi, il y a une tradition sportive. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jean-Baptiste, aussi sur ce point? Tu as quelque chose à ajouter? C'est ce que tu disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a aussi une stratégie derrière informationnelle. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte sur l'année qui a précédé véritablement la Coupe du Monde au Qatar, que des acteurs étatiques, para-étatiques, avaient littéralement lancé des campagnes de désinformation ou d'influence pour orienter les médias. Et sur la question de la légitimité, c'était intéressant de voir quel schéma ça réactivait. On a vu par exemple en France, on a vu en Allemagne la réactivation de la figure du chèque qui brûle de l'argent, des représentations très anciennes des années 30. On a vu justement ces campagnes-là. Et on a vu aussi des ONG par moment être utilisées et poussées. L'exemple le plus simple, c'est le fameux chiffre des 6500 morts qui venait du Guardian. Quand on lit le papier du Guardian, le Guardian nous explique que c'est d'abord un chiffre sur 10 ans, que c'est une extrapolation de différentes sources et que c'est à titre indicatif. Ce chiffre, il a été poussé, on sait finalement comment il a été utilisé après, il a servi de totem. Et ça a pourri littéralement la campagne de communication du Qatar, qui en off était capable d'accepter le fait qu'il y ait des morts, pas à la hauteur finalement qu'on aurait tous aimé, c'est-à-dire qu'ils respectent littéralement le prix d'une vie humaine, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces acteurs-là ont été aidés par d'autres. Et pour avoir vu le fonctionnement ici, on a vraiment vu qu'il y avait d'autres choses. La capacité d'amplification était trop importante. Et en l'occurrence, la question de la légitimité était forte. C'est-à-dire comment vous pouvez décrédibiliser un État qui a littéralement dépensé plusieurs centaines de milliards d'euros pour organiser son événement et changer la face du pays de Doha. Il faut l'attaquer sur la légitimité. Et on se rend compte que le sport est aussi devenu un véritable outil informationnel, soit de manière finalement à changer la présentation de manière positive, soit au contraire à attaquer. Et l'Arabie Saoudite, par exemple, ce qui est assez fort, c'est qu'il y a eu la reproduction de même type d'arguments que face au Qatar, mais ça n'a pas eu le même impact. Et c'est là aussi où on voit l'influence d'acteurs étatiques ou para-étatiques qui poussent certaines agences. Voilà. Alors peut-être un mot avant de passer la parole à la salle, un mot peut-être sur les Émirats arabes unis. On a beaucoup parlé de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Donc il y a une stratégie, c'est bien compris, particulière de Dubaï qui n'est pas celle d'Abu Dhabi, d'après ce que tu disais au départ en tout cas. Est-ce que la stratégie mise en place par Dubaï est un moyen aussi de s'affirmer face à Abu Dhabi, puisqu'on sait très bien que Dubaï à un moment a été en difficulté financière et que Abu Dhabi a sauvé l'Émirat de Dubaï quand il y a eu la crise financière, immobilière en particulier. Donc, comment ça se joue et quelles sont les relations du coup entre Dubaï et Abu Dhabi sur cette question du sport? Alors, les relations entre les deux Émirats, en fait, Abu Dhabi va penser au niveau fédéral, en fait. Ils vont voir Dubaï comme un bienfait pour la Fédération des Émirats arabes unis et donc ils vont pousser Dubaï dans leur stratégie et vont marcher la main dans la main avec eux. C'est du moins comme ça qu'ils en parlent, notamment au ministère du Sport à Abu Dhabi. C'est comme ça qu'ils se définissent par rapport à Dubaï. Il n'y a pas du tout de rivalité.
parce que à Abu Dhabi, on voit d'un bon œil tout ce que Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum a mis en place dès les années 1990. Et donc, ce côté hub, ça permet vraiment d'accroître la centralité des Émirats arabes unis au niveau de la région et notamment au niveau de l'océan Indien. Et donc, c'est vu d'un très bon œil. Après quoi, il va y avoir la stratégie de Dubaï, c'est vraiment dès les années 1990 cette question du plaisir. En fait, c'est vraiment la construction d'un endroit de plaisir pour faire venir des expatriés, pour que les expatriés prennent place, oui, à Dubaï et viennent vivre à Dubaï et viennent dépenser leurs dollars le week-end dans les différents événements qui vont être créés. Pour vous dire, pour ma thèse, j'ai fait vraiment tous les terrains à Dubaï. Je suis allé dans tous les événements. J'ai dépensé parfois, justement, c'est ce qui dénote complètement avec le Qatar. C'est-à-dire qu'au Qatar, on peut aller à des événements pour 15 euros, quelque chose qui apparaît qui coûterait 100 euros à peu près. Par exemple, un Global Champions Tour, c'est-à-dire un grand circuit de jumping. Au Qatar, c'est presque donné par l'Émirat en fait. C'est l'Émirat qui paye pour nous, quoi. Alors que à Dubaï, il faut sortir le chéquier. C'est-à-dire, c'est la Dubai World Cup qui était l'ancienne course la mieux dotée au monde en termes d'hippisme. Aujourd'hui, la course la mieux dotée au monde s'appelle la Saudi Cup. Voilà quoi, c'était les Saoudiens ont voulu prendre le lead donc la Dubai World Cup c'est 200 euros à peu près pour rentrer le prix de base, hein. C'est 200 euros à peu près et puis à l'intérieur c'est 10 euros la pinte et parce qu'on consomme que de l'alcool à l'intérieur presque et puis 20 euros la coupe de champagne, sachant qu'il y a énormément, c'est un monde essentiellement anglo-saxon à l'intérieur de la Dubai World Cup et lors de cet événement, tout le monde sort bourré de cet événement. C'est à peu près ça en fait. J'ai vu des scènes complètement folles d'anglaises en mini-jupe au pied de flics dubaïotes, de policiers dubaïotes. Et donc ça décrit Dubaï en fait, c'est vraiment l'univers de Dubaï, donc c'est vraiment un monde de plaisir où il va y avoir le rugby, des grands événements autour du rugby, de l'hippisme, du cricket et du tennis. Il y a vraiment cette volonté à travers tous ces événements et à travers tous ces sports, cette volonté de créer ce hub. Et c'est ce que l'on retrouve un peu en Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite n'investit pas que dans le football, elle investit aussi dans le cricket et notamment le Public Investment Fund. Son fonds souverain a pris des parts dans l'Indian Super League, donc dans l'une des ligues la plus importante du cricket mondial. Et Aramco est devenu un des sponsors principaux de la Fédération internationale de cricket. Donc c'est pour montrer que l'Arabie Saoudite se construit aussi un peu veut se construire comme un hub et se construit ainsi à travers le sport. Donc l'Émirat d'Abu Dhabi contrebalance complètement le modèle de Dubaï, c'est-à-dire que là on est vraiment un peu dans le style Qatar, mais là il y a vraiment une volonté non pas de se recentrer autour d'Abu Dhabi, mais vraiment de rayonner mondialement à travers un réseau et à travers un réseau de clubs, donc un réseau de clubs en fait qui rayonne autour de Manchester City. Manchester City va être la maison mère, et donc c'est là où c'est investi sportivement, c'est là où c'est important, pour donner la légitimité après au City Football Group, et donc aux différents clubs que Abu Dhabi va racheter à l'échelle mondiale. Mais en fait, les différents clubs, alors Abu Dhabi a vendu un peu un projet comme pouvait faire le FC Barcelone à l'époque, aller investir ou l'Ajax Amsterdam allait investir dans des académies en Afrique du Sud ou au Mexique. Mais en fait, ça n'a rien de sportif. Ça suit juste les réseaux économiques qui importent et qui sont importants pour l'Émirat d'Abu Dhabi. Et donc, en fait, on retrouve toujours cette personne, Khaldoun Al-Mubarak, qui est un des proches en fait du clan qui est à la tête de l'Émirat d'Abu Dhabi actuellement, le clan des Bani Khalifa. Donc, ce sont les frères de Mohammed Ben Zayed en fait.
donc l'émir désormais émir et président des Émirats Arabes Unis, qui se trouve derrière ce réseau, et ça s'inscrit vraiment dans les années 2000, en fait, à la fin des années 2000, dans le moment de l'affirmation de ce clan sur les Émirats Arabes Unis, et sur l'Émirat d'Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis. Du coup, ça me fait penser ça me donne envie de poser une autre question. Est-ce que du coup, avec tout ce développement de ce sport dans les pays du Golfe, est-ce qu'il commence à y avoir des jeunes émiriens, saoudiens, qatariens qui pourront devenir des grands footballeurs sur la scène internationale? Est-ce que ça a suscité et est-ce que des moyens sont mis pour former? Ou est-ce qu'il s'agit simplement aujourd'hui d'acheter des joueurs, les meilleurs joueurs au monde? Ce qu'on constate, c'est que pour que vous ayez un joueur de foot, il faut entre 10 et 12 ans pour littéralement le produire. Il faut que vous ayez une base démographique. Donc on se rend compte avec le Qatar que quand vous avez que 200 000 ressortissants, au maximum 300 000, vous avez un problème, c'est que vous n'avez pas le vivier. Donc il y a plusieurs stratégies. Vous commencez à la regarder ceux qui sont sur votre sol. Donc éventuellement vous offrez la nationalité dans des contextes très particuliers. Vous pouvez tenter de faire venir des gens et de les naturaliser. Mais ça ne correspond pas à l'état d'esprit. En tout cas, vous pouvez essayer. Et puis à un moment donné, les fédérations disent c'est mignon, mais ça suffit. Parce que la FIFA a fait un temps. On se rend compte que par exemple en Europe, on n'a pas le même type de prévention pour le rugby. Il suffit de regarder par exemple ce qu'on fait en France quand on va en Polynésie. Et dans l'océan Indien. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si on revient sur la stratégie de production d'une élite, on a vu se développer dans le Golfe, que ce soit au Qatar, mais aussi en Arabie Saoudite, et c'est peut-être encore plus vrai en Arabie Saoudite maintenant, une volonté de mettre en place des structures. Je pense à Aspire et à Aspetar. Donc Aspire, c'est une sorte d'académie qui se voulait comme étant l'une des plus innovantes et l'une des plus performantes du monde, avec Aspetar qui était donc sa version soins, sa version finalement hospitalière, quoi. L'idée, c'était vraiment de prendre des jeunes et de devenir, tu le disais tout à l'heure, une sorte de hub pour la production de la performance. Et un endroit aussi où on accueillait ceux qui voulaient performer ailleurs. Ça tombe bien en termes de contrôle antidopage, il y a moins de contrôle antidopage dans la région, ce qui doit aider. Et quand on regarde le modèle saoudien, alors le modèle qatarien est moyennement réussi. On a eu des performances, on a vu une équipe du Qatar se mettre en place, on a vu des acteurs littéralement monter dans les bilans mondiaux, mais on n'a pas eu un effet waouh, c'est-à-dire à part Barchi, nos sauteurs en hauteur, à part quelques performances éparses, on n'a pas, en tout cas à l'échelle internationale, de sportifs qatariens qui aient littéralement passé le mur du son médiatique, c'est-à-dire qui arrivent à aller au-delà. En Arabie Saoudite, là, ils ont fait appel récemment à Nasser El Argé, qui est l'ancien responsable de l'Académie de l'Olympique de Marseille, qui a structuré la stratégie de développement du football marocain et qui est en train de piloter la stratégie saoudienne avec énormément de moyens. Là, vous avez une vraie base démographique. La puissance footballistique saoudienne a toujours été présente. Dans les années 70-80, vous étiez sur un vrai acteur qui comptait. Et vous savez que vous avez la possibilité de développer une véritable élite. Alors après, il faut que tous aillent dans le même sens. Mais dans la production de la performance, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez, et quand on en discute avec des gens de l'INSEP par exemple, beaucoup ont été approchés. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la tête de structures de performance de très haut niveau en Europe et aux États-Unis ont été approchés avec des contrats dont on taira les montants tellement ils sont importants, pour justement amener ce surcroît de compétences. Et après, il faut du temps. Donc si on a un résultat du côté saoudien, ce sera dans 5-6 ans, peut-être 10. Ils l'espèrent, ils l'escomptent. Il y a fort à parier que ce soit possible parce que justement il y a cette culture. Après, est-ce qu'ils seront capables de rivaliser à l'échelle mondiale avec des acteurs qui ont une démographie plus grande? On verra. On se rend compte que le véritable facteur qui permet justement d'obtenir la performance, c'est Nadim Nassif qui l'a montré, c'est la capacité d'investissement scientifique. Et c'est là où on verra jusqu'où ils sont capables d'aller. C'est là où on verra la puissance sportive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une élite locale qui se déploie et qui est capable de performer, sans que ça passe forcément par la naturalisation, vous aurez une limite naturelle. Mais ça, on verra dans le temps. Et on le verra probablement pour 2034. On peut imaginer que l'Arabie Saoudite est en train de préparer la génération qui va justement aller gagner, en tout cas, qui va vouloir bien figurer lors de sa propre Coupe du Monde, comme le Qatar avait tenté de le faire.
Or, on a vu que ça s'est très mal passé, justement, au Qatar, avec sa sélection. Bon, promis, maintenant je vous donne la parole parce que j'ai déjà posé trop de questions. Qui souhaite? Oui. Attendez le micro pour que ce soit enregistré. Oui, vous m'entendez bien? Oui. Tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions respectives, très instructives tant en termes de contextualisation des événements que d'anecdotes racontées. Alors, j'aurais deux questions qui sont liées quelque peu, je pense. Tout d'abord, comment les Émiratis, Qataris, Saoudiens interprètent ce contexte de montée de l'islamophobie, du racisme anti-arabe en Europe? Et est-ce que, selon vous, c'est un élément qui est susceptible de modifier leur stratégie d'implantation dans le sport européen? Et la deuxième question qui en découle, je pense, c'est est-ce qu'on est sûr que le Qatar a réussi son pari de montrer une image positive aux Français et aux Européens? Je pense à l'investissement au PSG, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Voilà, c'est les deux questions que j'avais. Moi, je vais répondre à la deuxième partie de la question, je laisse la partie la première. Ce qu'on voit, c'est qu'en France, il suffit de regarder la campagne de boycott. Il suffit de voir, par exemple, l'impact médiatique qu'a eu la campagne de boycott, on en a beaucoup parlé. Il y a une frange de la population qui a suivi ce boycott jusqu'au moment des premiers tours, donc jusqu'au moment où la compétition a commencé. Et je l'ai vu moi personnellement en Allemagne, je l'ai vu aussi en Autriche, je l'ai vu donc dans des pays européens, puis ça tombe bien parce que je travaillais sur le sport en Afrique à ce moment-là, et je ne l'ai pas du tout vu en Afrique. En tout cas, c'était complètement passé à côté. Et quand le premier tour a commencé, on a vu une sorte d'émiettement de cette mobilisation, et arrivé au moment où certaines sélections se sont fait éliminer, donc il y a eu un désintérêt complet. Et en France, c'est simple, à partir du moment où l'équipe de France a passé le premier tour, la logique de boycott a complètement disparu. Mais c'était annoncé, on l'avait dit, et on avait raison. Après, est-ce que ça a eu un impact en termes d'image? Oui, parce que ce qui compte, finalement, c'est pas forcément l'avis des Français. L'avis des Français, il est globalement orienté plutôt positif. Quand on regarde les enquêtes d'opinion, ça a progressé. Quand on regarde finalement l'impact, cette Coupe du Monde, quand vous demandez aux Français ce qu'ils en retirent, et les enquêtes Ipsos pour ça, il y en a d'autres, plutôt réussie et positive. Quand vous regardez les structures de clubs, il y a eu une vraie... Ils vous le disent, les mots qui ressortent, c'est réussi. Alors parfois, pour certains, c'est compliqué de le faire sortir, hein, mais c'est le cas. Et puis il y a des images, et il y a la dramaturgie aussi. Personne ne pouvait imaginer une telle finale. Ça joue aussi. La performance marocaine a joué énormément. La manière de construire l'image de la manifestation. Et pourtant, sur les 3 premiers jours, c'était pas terrible, hein. C'est-à-dire que sur les 3 premiers jours de la Coupe du Monde, il y a eu énormément de sujets négatifs qui sont remontés. Et puis ça s'est éteint progressivement. Et malgré la mort d'un journaliste sur place, qui a fait une crise cardiaque, hein, donc c'était déconnecté, mais certains ont utilisé justement cet événement-là, le retour aujourd'hui, a posteriori, sur cette Coupe du Monde, il est plutôt réussi. À tel point on a eu en France des leaders d'opinion dans le domaine du journalisme sportif et autres, qui estimaient qu'une Coupe du Monde en hiver avait un intérêt. Maintenant, la cible concrètement de cette Coupe du Monde, c'était pas l'Europe, hein, c'était l'Afrique et l'Asie. Ça a marché, il suffit de regarder le discours et de regarder comment elle a été vécue, de regarder le triomphe planétaire d'un Argentin en fin de carrière, quand on oubliera le passage à Paris, pour se rendre compte que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, cette Coupe du Monde va rester parce que la finale, c'est comme ces matchs qui restent dans une Coupe du Monde, je pense à la Coupe du Monde 90, il y a quelques images qui vont rester. Le Qatar a réussi ça. Après, quand on y retourne après, je ne sais pas si tu y étais après, mais il y a eu une dépression post-événement. Les retombées attendues ne se sont pas concrétisées. On aura probablement la même dépression post-événement, nous, octobre-novembre 2024. Mais c'est assez intéressant de voir le parallèle entre les deux. Après, pour la première partie de la question, je ne me sens pas compétent pour répondre. Par rapport à la première partie de la question, en fait, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, et encore plus les Émirats Arabes Unis ou les autres pays de la région, en fait, ils se pensent par rapport à eux. Ils vont construire leur politique uniquement par rapport à eux, par rapport à leurs objectifs géopolitiques à eux, donc par rapport à leur territoire.
Donc cela ne va pas limiter leur investissement, même s'il y a de l'islamophobie. C'est-à-dire que ça reste que des éléments de surface. Ces questions-là, bien qu'elles soient dramatiques dans les autres territoires touchés par ces problèmes. Par rapport à la deuxième partie de la question, en fait, le Qatar a été assez habile parce que ils ont construit un autre Qatar en fait pendant la Coupe du Monde de football et ils avaient tout prévu en fait pour que le Qatar ne soit pas le Qatar que l'on connaît quand on y va en période hors événement, c'est-à-dire rien que la corniche de Doha qui est fermée aux voitures. Normalement c'est un endroit où il y a plein d'embouteillages et donc ça fait une ville un petit peu sans voiture, ce qui n'est pas trop normal à Doha qui est l'une des villes les plus polluées au monde. Et rien que ça en fait ça montre à quel point le Qatar avait tout fait pour que l'événement en fait transforme leur essai en un essai réussi en fait. Et donc c'est en cela que eux ils ont joué d'un point de vue du soft power en fait, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire que le spectateur est devenu un diffuseur de la bonne image du Qatar à l'échelle mondiale par les réseaux sociaux, ils ont essayé de jouer là-dessus en fait, que l'expérience soit exceptionnelle pour toutes les personnes qui allaient au Qatar et parfois avec des a priori sur cet émirat, et en fait ils ont vu un émirat qui n'est vraisemblablement pas du tout l'émirat du Qatar en temps normal. Donc c'est en cela que l'émirat du Qatar a été assez habile justement pour essayer de contrer tout ce qui se disait en amont de l'événement contre lui, et donc ils ont essayé de jouer justement sur le côté exceptionnel de l'événement. Si je peux rajouter quelque chose, j'ai le souvenir moi d'un reportage sur TF1 où justement on voit un couple de retraités français qui s'était fait plaisir en allant justement suivre la Coupe du Monde et qui face caméra explique oh bah finalement c'était quand même vraiment différent de ce qu'on nous avait dit, hein. On reviendra parce qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et donc là, le Qatar n'a pas eu besoin de sponsoriser littéralement l'intervention, c'est le spectateur ravi qui raconte son expérience, effectivement mise en scène. Mais ça a fonctionné. Et ça, il y a eu beaucoup de retours extrêmement positifs de ceux qui ont eu la chance de pouvoir y aller. Et ça joue énormément dans la perception et la construction de la présentation. Et est-ce que l'affluence a été à la hauteur des espérances du Qatar? Ou justement les campagnes de boycott qui ont été menées dans certains pays ont eu un impact sur l'affluence qui a été enregistrée pendant la Coupe du Monde? On sait qu'ils attendaient à un moment donné, ils s'étaient projetés sur plus de 2 millions de personnes qui venaient. Ensuite, ils sont redescendus à 1,2 million. Je crois qu'on a été en deçà des 800 000 sur la totalité de l'événement. Mais il y a eu énormément de no-show, il y a eu énormément de partenaires qui avaient mis en place des partenariats qui ont littéralement rétro-pédalé. Je pense par exemple à des marques françaises qui avaient acheté des places pour leurs clients et qui, pour des raisons claires, des phénomènes d'anticipation, de boycott potentiel ou de campagne négative, ont dit on ne fait pas d'activation sur place, on les fait en France, ou on n'en fait pas du tout. Je crois que c'était le cas de Volkswagen notamment qui l'avait fait. Les marques françaises qui pourtant vendent au Qatar ont gelé leur plan d'activation aussi pour ça. Et donc ça s'est fait dans pas mal de pays européens. Je sais que l'Allemagne par exemple, il y a eu un arrêt complet de toutes les campagnes poursuivi avec l'échec de leur sélection. Mais ça a rajouté une couche, c'est-à-dire que une bonne partie des Européens prévus, ils n'y sont pas forcément allés. Ils attendaient un peu plus de monde. Ça tombait bien aussi parce que ça leur a permis de faire face. Pour avoir vu, moi, un match compliqué où, par exemple, c'était les qualifiers donc juste avant la Coupe du Monde, les 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, ils avaient oublié qu'il pouvait y avoir une prolongation. Donc le métro était quasi fermé. Et donc il y a un stade entier qui s'est retrouvé coincé à périphérie en ne sachant pas comment repartir. Et ça fait partie des limites. Donc ils ont énormément appris, mais on a vu que ça flottait beaucoup. Oui, merci pour vos interventions. Une question peut-être qui s'adresse davantage à Raphaël, mais sentez-vous la liberté d'intervenir aussi. Vous nous avez parlé essentiellement des stratégies des baby golf internationales pour s'imposer, pour se positionner en tant que hub sportif au niveau mondial. Posez simplement la question des stratégies sportives
locales, des sports traditionnels comme les courses de chameaux, les courses de faucons. Est-ce qu'il y a un cheminement en particulier de ces stratégies sportives locales qui s'adresseraient plus à un public local? Et ça me fait beaucoup penser, peut-être pour l'analogie, au livre d'Alexandre Casironi sur les musées, sur à la fois une double stratégie de musée-spectacle et de musées plus traditionnels qui auraient des visées de construction d'une identité nationale, donc des visées de cohésion interne. Et je me demandais si avec le sport, il y avait aussi cette double stratégie internationale de sport-spectacle, entre guillemets, et une stratégie peut-être plus locale de sport traditionnel à visée de cohésion et de construction d'identité nationale. Question des sports traditionnels, ça c'est une question qui est vraiment centrale et qui s'est structurée en fait à partir des années 1970 encore, dans cette logique justement de vouloir construire une nouvelle identité, des références identitaires, des références identitaires nouveaux, en fait, un renouvellement des références identitaires pour des sociétés qui allaient rentrer dans une modernisation accélérée grâce à l'essor du pétrole. Et donc, dans ce prolongement, il y a eu un investissement très important justement dans tout ce qui est l'équitation, l'hippisme, tout comme les courses de chameaux. C'est à partir de ce moment-là que se mettent en place les fédérations de courses de chameaux et que les chameaux vont prendre de la valeur parce qu'il va falloir donner une utilité à ces populations bédouines qui, elles, vivaient du chameau et du commerce à travers du commerce caravanier qui ne va plus avoir d'utilité. De même, les chameaux n'ont plus d'utilité, donc en fait on se retrouve avec énormément d'accidents avec les chameaux parce qu'il y a un nouveau moyen de transport qui s'appelle la voiture, et en plus, étant donné qu'il y a du pétrole à bas prix, donc voilà quoi, ça fait qu'il y a énormément d'accidents. Et le faucon va aussi rentrer dans cette vision, et en plus avec l'enrichissement en fait des princes notamment, il va y avoir la volonté d'aller vers des faucons qui ne sont pas les faucons de la péninsule arabique, qui sont des faucons d'Asie centrale, parce que les faucons d'Asie centrale sont plus majestueux. Et donc, il va y avoir tout ce commerce qui va se mettre en place, et les golfiens, en fait, vont avoir tendance à créer des problèmes au niveau de la biosphère au sein de l'Asie centrale, parce que les races de faucons d'Asie centrale vont avoir tendance à être pillées. Et donc, c'est pour vous expliquer qu'il y a vraiment une volonté d'insuffler un embellissement en fait, de tous ces référents qui ont été construits par les familles régnantes, comme les référents qui font partie de cette identité golfienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans cette identité golfienne, en fait, c'est l'union entre l'identité des chers, en fait, c'est-à-dire des chouyours, des chefs bédouins, des chefs tribaux bédouins, et donc les puissants du côté bédouin, parce qu'il y a aussi tous ceux qui sont pasteurs et qui, à l'époque, n'ont pas de chevaux ni de chameaux, parce qu'en plus, pour avoir des chevaux, il faut avoir des chameaux, donc ces gens-là n'en ont pas, eux, ils n'ont que des chèvres, et ils sont de simples pasteurs dans un endroit aride. Et de l'autre côté, les marchands, donc la phase maritime, et donc l'identité maritime. Donc il y a aussi tout le côté voile qui va être investi aussi comme sport traditionnel, et notamment au sultanat d'Oman. Le sultanat d'Oman est un ancien empire maritime. Le sultan Qaboos, en 2008, va lancer Oman Sail. Et pour Oman Sail, en fait, Oman Sail, c'est un petit peu l'Aspire Academy à Oman. Mais Oman, ce sont vraiment le sultan Qaboos et le sultanat d'Oman sort un petit peu de la sphère golfienne et se démarque un petit peu des autres dans son investissement qui est un petit peu plus restreint, et va énormément jouer sur le côté identitaire
Et au Sultanat d'Oman, en fait, les sports sont un lien entre les différentes populations qui composent le Sultanat d'Oman, parce que le sultan Qaboos a pris le pouvoir dans les années 1970 à la suite de la guerre du Dhofar. Et donc il y a cette volonté de faire l'unité entre les différentes populations qui composent le Sultanat d'Oman. Et c'est en cela que, par exemple, le cricket dont je parlais tout à l'heure par rapport aux Émirats arabes unis, dans une logique plutôt de hub, au Sultanat d'Oman, ça va être dans une logique de liant pour intégrer les Baloutches avec les Arabes ou avec les Lawatia, qui sont une autre population originaire du Pakistan. Et aussi toute la partie justement maritime s'inscrit justement dans cette vision de créer un lien à travers les sports et de créer une identité multiple en fait à travers le sport. Je ne sais pas si... et après sur les sports au niveau local, il y a aussi, oui, il y a toute une histoire sportive aussi. Par exemple, le handball a aussi une place aussi importante parce qu'en fait, les Égyptiens sont présents ou les Syriens sont présents dans la région et eux, ils ont une culture handball aussi. Et aujourd'hui, en fait, dans la plupart des clubs, on retrouve beaucoup, notamment au Qatar, j'ai pas mal côtoyé les clubs de handball du Qatar, on retrouve énormément de Syriens ou d'Égyptiens qui viennent gagner leur vie honorablement dans ces clubs sans avoir de grandes prétentions sportives. Ouais, juste une chose très rapide. Quand on regarde les stratégies dans le Golfe et notamment au Qatar, et ça commence à se voir aussi en Arabie Saoudite, on ne peut pas séparer le national branding, c'est-à-dire la capacité à projeter son image à l'extérieur dans le cadre d'une identité compétitive, et le nation building, c'est-à-dire la capacité à construire l'unité de la cohésion nationale, justement par le sport, parce qu'on se rend compte que c'est un véritable outil. Par exemple, là, nous, en France, on est en train de construire cette idée de nation sportive. On a utilisé ça, mais quand on regarde comment c'est fait, comment c'est articulé, quand vous êtes sur des populations où vous avez 90% de votre territoire qui est composé, enfin 90% de votre population qui est composée d'acteurs étrangers, le sport va être un moyen de rassembler les gens et de créer de l'unité, en tout cas des occasions de rencontre. Et ces occasions de rencontre, elles permettent justement d'avoir une logique. L'autre chose aussi, c'est dans les logiques de cohésion interne, on va se rendre compte que la figure, par exemple, de Tamim Al-Thani, à l'occasion du blocus dans le Golfe, s'est manifestée aussi lorsque la sélection qatarienne a remporté la Coupe d'Asie des Nations en 2019 par la diffusion virale du portrait de Tamim. Et donc, il y a eu une véritable volonté d'utiliser la manifestation sportive autour de leur succès pour associer la victoire à la figure du souverain. Bon, c'est des stratégies classiques, hein. Mais ce qu'on voit ici, c'est aussi cette capacité à conscientiser et à concevoir une politique publique à partir de quelque chose qui, au départ, n'est pas forcément pensé et qui va servir derrière à faire de la cohésion. Et ça, c'est intéressant de voir ça parce qu'on ne peut pas penser les stratégies sportives au Qatar et en Arabie Saoudite sans ça, et ils le savent. Et c'est l'une des limites aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'anticiper et de penser la défaite, par exemple. Comment on raconte la défaite? Parce que si on est associé au souverain, le souverain est affecté. Sur l'image lors de la victoire de l'Argentine et avec Messi qui a été habillé avec les manteaux de cette image, quelle est la réelle importance de cette image pour les Qatar? Et pour Messi, de quelle manière, en fait, il a une influence pour lui aussi? Parce que lui, il joue pour l'Inter de Miami, si je ne me trompe pas. Maintenant, oui. Ouais. Donc, à l'époque, non. Si tu veux répondre, comme on peut répondre tous les deux. Ce qui est assez intéressant, moi, c'est que c'est l'une des images que j'utilise avec mes étudiants pour leur faire comprendre le principe de la représentation. Et de leur faire comprendre finalement que le regard qu'on porte sur l'image correspond d'abord à l'endroit où on se place et à la culture qui est la nôtre. Et c'est assez intéressant de voir par exemple comment en Europe, ça n'a pas du tout été compris. Oui, absolument. Quand ça n'a pas été compris de manière assez extrême, pour pas dire fondamentalement insupportable. Et c'est assez intéressant, il a fallu quand même quasiment 3 jours pour qu'on arrive en France à avoir un discours qui soit intelligible sur le sujet. En Argentine, je ne sais pas comment ça a été reçu, mais en tout cas, cet événement-là et la manière dont ça a été fait dit beaucoup aussi des différences de perception et de représentation qu'on a par rapport à ça. En fait, au Qatar, ça a été vécu comme un élément de fierté nationale. C'est-à-dire que le lendemain, dans la presse qatarienne, dans la presse en arabe qatarienne,
il y avait énormément de débats sur savoir où avait été construit ce bicht et quelle était la particularité de ce bicht. Et donc, c'était vraiment construit sur un plan de jouer sur la fierté nationale, comme a été construit en fait cette Coupe du Monde, au-delà de l'échec du Qatar. Voilà. Et en même temps, le Qatar a réussi comme ça son pari aussi, d'un point de vue international, quand même en marquant de son identité ou de l'identité golfienne cet événement qui était construit comme la Coupe du Monde des Arabes. Et donc ça joue aussi énormément au niveau du symbole. Dans le récit, et je suis d'accord avec toi, ouais. Dans le récit, c'est l'une des images qui reste de cette Coupe du Monde, et surtout, ça renvoie à cette spécificité qui avait été pensée au départ, mais on ne pensait pas qu'il serait capable de la mettre en scène jusqu'au bout. En tout cas, moi, de l'extérieur, et en voyant les copains sur place, je ne pensais pas qu'il serait capable de l'emmener jusqu'au bout et que la FIFA laisserait faire. Bon, du temps. Et pourquoi la FIFA aurait pu ne pas laisser faire? Parce qu'il y a des règles très strictes. Disons que l'apolitisme du sport, c'est facile dans certains cas et dans d'autres cas, non. Ça peut être vu comme un signe politique. Ça peut être compris comme un signe politique. Donc le sport est très politique. Je pense que vous l'avez tous compris ce soir dans les propos qui ont été tenus. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux d'ailleurs? On a encore un petit peu de temps pour ceux qui le souhaitent. Oui? La question n'est pas du tout du sport. Est-ce que vous avez rencontré des sociologues, des psychologues qui ont discuté avec ces gens, aussi bien les Bédouins qui sortent de Qatar ou d'Arabie Saoudite, qui sortent brusquement d'une époque où ils étaient Bédouins avec une chèvre, avec des chèvres, et puis tout d'un coup l'argent arrive et ces ados qui peuvent avoir 40 ans, 50 ans, se retrouvent complètement pris dans le vertige de la distraction. Ça me rappelle la Rome de Néron, au lieu de parler de cirque et de pain, disons du cirque et de la brioche. Mais est-ce qu'il y a des discussions avec des psychologues qui peuvent révéler un petit peu l'état d'esprit de ces gens? Moi, ça me fait peur. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est des zombies qui courent après les activités ludiques pour passer le temps, parce qu'on les retrouve à Marrakech, mais pour d'autres activités, pour d'autres distractions. Vous voyez, ça vole pas très haut finalement. Après, en fait, là, on a parlé de diplomatie sportive, donc en fait, on se situe toujours à un niveau très élevé. En fait, le risque de parler de diplomatie sportive, c'est qu'en fait, on va pas parler de la géopolitique à l'échelle locale. Et donc, on a tendance, en fait, à pas voir plutôt les sociétés. Au niveau des sociétés, ça vit différemment et on est loin des représentations là, que vous nous vendez, ou je ne sais pas comment l'exprimer, mais on est loin de tout cela. Après, oui, il y a eu une violence en fait, c'est-à-dire que ce sont des systèmes violents, c'est-à-dire que l'État-providence a d'un coup enrichi des sociétés ou quelques nationaux au sein de ces sociétés. Parce que les nationaux au Qatar ne sont pas nombreux. Et donc, ça a créé une violence et ça a complètement rompu justement cet essor du sport dont je vous parlais tout à l'heure dans les années 1970 et 80. Les générations suivantes, elles ne se sont pas retrouvées sur le terrain parce qu'elles sont parties, cet enrichissement les a détournées du terrain. Et donc, ce sont plutôt les populations originaires du Yémen, d'Égypte, de Somalie et aussi du sud de l'Iran, qui se sont retrouvés sur le terrain à la place de ceux qui sont d'ascendance qatarienne, parce que aussi la question de la nationalité, qu'est-ce que ça veut dire la nationalité au Qatar ou aux Émirats, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est apparu juste à partir du moment où il y a eu le pétrole. Et donc, après, sur place, voilà, on retrouve des situations, oui, assez aujourd'hui, qui peuvent apparaître comme assez loufoques, notamment au Qatar, parce qu'en fait, étant donné que les systèmes sportifs se sont construits autour de l'État-providence, ça fait que les clubs sont limités aux Qataris. Et donc, on se retrouve avec, oui, des situations où il manque un peu des joueurs sur le terrain parfois. Et donc, pour faire venir les joueurs, bah, faut distribuer un peu d'argent. Mais bon, après,
ça mériterait de faire une autre conférence, parce qu'il y a beaucoup à en dire, et notamment ma thèse va plutôt sur ces sujets, va en profondeur sur ces sujets, avec tous les terrains que j'ai pu faire là-bas, mais justement, oui, c'est quand même une société, oui, qui est un petit peu à l'écart, et donc elle est remplacée par les marges de ces sociétés qui sont des Arabes nés au Qatar ou aux Émirats, ou aussi en Arabie Saoudite, mais tout de même moins en Arabie Saoudite, parce qu'il n'y a pas le problème de la démographie. Non, il a été très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question en ligne? Non, personne ne souhaite s'exprimer. Bon, c'est qu'on a dû faire le tour de la question, même si j'imagine qu'il y a encore plein de sujets. Est-ce que vous voulez du coup dire l'un ou l'autre quelques mots de conclusion ou d'ouverture? Voilà, je vous laisse. Oui, moi je veux bien. Oui. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et on en parle dans notre prochain livre avec Lucas Aubin, c'est la guerre du sport. Ce mouvement finalement des pays du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite et les autres, il participe aussi d'une désoccidentalisation de la gouvernance du sport. Et donc on voit ce décentrement, ce basculement de la gouvernance du sport vers d'autres types d'acteurs, avec d'autres logiques, d'autres manières aussi de pratiquer, de penser, de regarder le sport, mais en conservant des sports occidentaux. On n'a pas encore, pour l'instant, la médiatisation sur des compétitions de chameaux, par exemple, qui permettrait d'atteindre un stade global. Et ça va être intéressant de voir aussi... Il n'y en aura pas, je pense. Voilà. Mais ça va être intéressant, tu parlais du cricket tout à l'heure, de voir comment la politique indienne, par exemple, de Narendra Modi, dans le développement du cricket via le T20, qu'on va voir aux Jeux de 2028 à Los Angeles, comment cette politique nationale indienne va pouvoir aller de pair avec les investissements saoudiens. C'est là que nous, ce qu'on a tendance à dire, et je terminerai par ça, c'est que si vous voulez comprendre les relations internationales aujourd'hui, l'avant-scène finalement de ces relations internationales, c'est les grands événements sportifs qui l'offrent. Et le sport va être un très bon moyen pour comprendre finalement les dynamiques à l'œuvre, beaucoup plus que dans d'autres domaines. En fait, là, je rebondis sur le cricket parce que justement, le cricket, son problème, c'est que c'est un sport de gentleman. Et donc, en fait, ça a été construit comme ça. Et donc, un sport de gentleman, ça peut durer des heures et des heures parce que c'est l'autre équipe qui doit dire quand elle a perdu. Et donc, en fait, autour de Dubaï, autour de l'émirat de Dubaï, il y a de nombreux hommes d'affaires indiens qui vivent là-bas et de nombreux hommes d'affaires indiens qui sont investis dans le cricket en Inde, mais aussi à Dubaï. Et donc, à partir de Dubaï et d'Abu Dhabi, ils ont essayé de construire de nouveaux schémas pour plaire justement un maximum de public au-delà de la sphère du Commonwealth qui est la limite en fait du cricket, afin d'essayer d'intéresser par un système de jeu plus rapide un maximum de public. Et pour conclure, en fait, moi je reviendrai juste à une chose assez basique, c'est-à-dire que je reviendrai justement là au terrain. C'est-à-dire que cette diplomatie sportive, ou du moins l'investissement sportif des pays du Golfe dans le sport, a vraisemblablement une limite qui est le climat. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des terrains là-bas, dès le mois d'avril, on sent que il y a un problème, c'est-à-dire que toutes les équipes essayent de quitter ces territoires pour aller faire des stages, souvent dans les Alpes, en Autriche, en Suisse, ou du côté de Salalah, parce que au Sultanat d'Oman, il y a la mousson qui touche la côte occidentale du Sultanat d'Oman. Et donc, l'un de mes premiers terrains, c'était avec un entraîneur d'une sélection de jeunes qatariennes qui revenait justement du Sultanat d'Oman à la fin de l'été, parce que justement il y avait cette question du climat, et je pense que cette question du climat sera vraiment la limite de ces volontés assez pharaoniques, notamment des Saoudiens, parce qu'on parle jamais de cette question climatique, mais elle est prégnante dans la région, et d'ici la fin du siècle, il sera vraisemblablement difficile de vivre dans cette région tout au long de l'année, et donc encore plus difficile d'atteindre les niveaux que demande l'industrie sportive en termes d'efforts. Il n'y a aucun problème de climatisation, puisque on va climatiser une ville qui va faire 170 km de long, 500 mètres de haut et 200 mètres de large, et qui va de la mer Rouge jusqu'à
Et ça ne pose pas de problème pour ces gens. Techniquement, L'argent, c'est même pas un paramètre que Techniquement, l'on c'est met. possible. Pardon? Techniquement, c'est possible. On l'a vu au Qatar. Moi, je les ai Oui, bien expérimentés, sûr. les stacks Et climatisés. l'EDF a été mobilisé Et pour c'est ça, quand impressionnant. même. Le souci, c'est l'acceptation sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type de réflexion, quand vous êtes dans une perspective de construire une image globale, si vous commencez à avoir ce type de position, c'est-à-dire qui consiste à dire je climatise parce que j'ai un problème et je ne veux pas le régler, comme vous n'êtes pas forcément sur du zéro carbone et que vous n'y arriverez pas et que le simple fait de construire un stade va vous poser un énorme problème, vous n'arriverez pas à le légitimer. Et donc ça, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le sponsoring, vous n'aurez pas la jeune génération et vous serez confronté à un problème de soutenabilité. Ces trois éléments-là, en général, ils font fuir les sponsors, ils font fuir les diffuseurs et ils font fuir les potentiels suiveurs. Les Saoudiens n'ont pas besoin de sponsors, ils ont de l'argent. On verra. Ils achètent tout. Mais ils ont quand même besoin d'un moment d'argent aussi. Ils ne peuvent pas tout faire simplement. Ils ont besoin d'investisseurs. Et c'est effectivement, là, c'est un élément qui peut rentrer en... Et la modernité a ses limites. C'est-à-dire que pour le moment, en fait, ont-ils suffisamment d'avancées technologiques pour pouvoir arriver à leurs promesses? Ouais, sur la question climatique, je me demandais si ça avait déjà, si cette question était déjà remontée au niveau des instances, si la question s'était déjà posée d'organiser ou pas tel événement dans tel ou tel pays du Golfe. Tu sais qu'il y a au moins 15 ans, il y avait eu un problème sur je ne sais plus quelle compétition organisée à Doha en octobre. Il me semble qu'il y avait sur des courses à pied, des sportifs étaient tombés dans les pommes et plusieurs sportifs. Ça avait été relevé dans la presse. Comment? Les championnats du monde d'athlétisme. Bah, voilà, c'est ça. 2019. Et est-ce que ça a eu un impact, ça, justement, sur après des compétitions qui ont été décalées, qui ont été déprogrammées par les instances internationales? Non, ça n'a pas eu d'impact. Et en fait, ça, c'est le décalage entre les dirigeants des instances internationales et les sportifs. Et ça, c'est vraiment, il y a un décalage entre les deux niveaux, c'est-à-dire entre ceux qui sont là dans un objectif plutôt monétaire et ceux qui sont là dans un objectif sportif. Et c'est là où il y a un réel décalage, mais notamment les championnats du monde d'athlétisme étaient très très mal pensés. Et ça, c'était l'un des débuts, l'un des premiers championnats du monde organisés par le Qatar. Et le Qatar avait oublié énormément de choses et n'avait pas trop compris que ça se situait à la fin de la période estivale européenne, là où il y a tous les championnats en fait, européens ou nord-américains qui se disputent dans un climat plutôt tempéré européen. Et donc, ça fait que les sportifs en fait, n'étaient pas préparés à un tel changement de niveau. Et ça questionne aussi après les stratégies employées par les sportifs aussi et le fond en fait, de ce qu'est l'industrie sportive du sport mondial. Est-ce qu'on pousse vers des records ou est-ce qu'on va plutôt mettre en avant la technique employée par le sportif pour arriver au bout de l'épreuve? Toujours dans ce sillage, il y a en Arabie, si je ne me trompe pas, il y aura en 2030 la Coupe des skis d'Asie. 2029. Mais ça, c'est pas un pari trop gros, c'est-à-dire quel est le vrai pari? Pourquoi se lancer dans une compétition si peut-être à mon avis un peu ignorante, un peu tellement ambitieux? Et quels sont en fait les vrais risques, les risques qu'il va courir l'Arabie Saoudite en se lançant dans ces projets? Je pense justement, si l'Arabie Saoudite a fait cet happening, en fait, c'est justement pour qu'on en parle ici, je pense. Et ça s'inscrivait juste avant la Coupe du Monde 2022, l'annonce de cette candidature. Et en fait, c'était le seul candidat pour organiser cet événement qui a du mal à trouver des organisateurs. Ça joue aussi. Et donc, l'Arabie Saoudite a joué là-dessus pour mettre en avant son projet NEOM. Mais pour le moment, rien ne prouve que cela va réellement se dérouler. Et en fait, ça pose surtout des problèmes sur le plan hydraulique. Parce qu'en fait, on a tendance à voir l'Arabie Saoudite après comme un désert aride chaud. Mais en Arabie Saoudite, il y a des parties arides aussi froides. Et notamment là, on se situe plutôt dans le nord de l'Arabie Saoudite. Donc dans des altitudes assez hautes, aux alentours de 2000 mètres.
Mais bon, il y a un manque d'eau. Donc, en fait, d'un point de vue hydraulique, ils vont acheminer de l'eau en provenance de la mer Rouge. Mais pour le moment, en fait, rien ne prouve que ça va être fait. C'est comme pour Neom, il y a beaucoup de limites et c'est pour ça que je soulevais la question climatique, comme quoi c'était sans doute le véritable obstacle à ces politiques. La vraie question, ça va être de voir si on s'inscrit dans la veine de ce qu'ont fait les Chinois avec les Jeux de Beijing, c'est-à-dire 100% de la neige est artificielle. Et à ce moment-là, la condition climatique, en tout cas sur une partie, on l'évacue, au risque de terraformer entièrement des territoires, de modifier complètement les écosystèmes hydrauliques, d'utiliser des usines de dessalement, voilà, etc. Et donc d'avoir un bilan carbone, énergétique, etc. catastrophique. Ce qui est possible, puisque finalement, si on crée du chaud, pourquoi pas. Et puis il y a l'autre écueil qui consiste à effectivement être dans une logique de soutenabilité, et à ce moment-là, c'est intenable. Après, Troyena, ça va être drôle parce que je pense que la neige, ils l'auront. Là, ils sont en train de développer des techniques qui leur permettent justement d'avoir moins de neige que nécessaire et donc d'avoir des revêtements derrière. La question, c'est est-ce que ce sera pérenne toute l'année? On sait qu'il y a à peu près 2 jours de neige à peu près sur cette partie-là et qu'on a des températures froides qui descendent jamais au-delà de la semaine. Donc ça va être drôle de voir comment ça va se passer parce qu'après, il y a le ressenti des sportifs. Et on avait été très surpris à Beijing parce qu'on n'avait pas anticipé ça sur les épreuves par exemple de saut à ski et les épreuves de ski acrobatique. Tout l'écosystème médiatique et sportif était outré de voir ces images. Vous les avez peut-être en tête, hein, cette fameuse piste finalement avec des skieurs qui faisaient des figures acrobatiques et qui redescendaient. Et à l'arrière-plan, vous aviez des usines et vous aviez une centrale nucléaire. Le ressenti des sportifs était plutôt positif. Donc la question, ça va être aussi de savoir si les Saoudiens vont être capables de convertir en sensation et en performance ça. Je suis d'accord avec toi sur le championnat du monde 2019 à Doha, qui remplaçait les championnats de l'Oregon. On a vu des performances rabotées de 20%. Donc ça va être intéressant parce qu'après, il y a les diffuseurs qui vont dire aussi, attendez, moi je ne signe pas pour ça. Et là, ça va être compliqué parce que 2034, c'est 5 ans après. Si vous n'êtes pas capable de faire Troyena, le monde entier va vous regarder. Et soit la FIFA décale à ce moment-là la compétition, en se disant, Qatar, c'était quand même bien, en décembre. Ou on essaie de faire autre chose. Et là, tout est possible, puisque c'est le discours de MBS. Bon, je crois qu'on aura l'occasion de poursuivre cette réflexion avec un certain nombre de manifestations sportives qui vont se dérouler dans la région. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage que moi j'ai trouvé absolument passionnant et qui donne effectivement beaucoup de choses à comprendre aussi de l'évolution de ces pays du Golfe et avec une image quand même avec beaucoup plus de subtilité que parfois ce qui est relaté dans la presse, en tous les cas à propos de ces grands événements sportifs. Donc merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette connaissance et cette analyse de la situation. Et merci à vous d'être venus. Merci.